Sur les antennes de Spectrum Télévision émettant depuis Douala au Cameroun. Amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans la nuit du sport. Au menu de cette édition du 19 octobre, Ballon d'Or France Football, Karim Benzema sacré pour la première fois. L'international footballeur sénégalais Sadio Mané deuxième. C'est aussi la première fois qu'un footballeur africain arrive à cette position depuis la création de ces awards. Comment la communauté sénégalaise de Douala a justement accueilli la nouvelle ainsi que le prix reçu hier par Sadio Mané qui récompense ses œuvres humanitaires au Sénégal. On va suivre les réactions de quelques Sénégalais rencontrés à Douala ainsi que l'analyse de nos invités ce soir. Très fier en tant qu'Africain. Notamment dans la pause actu dans un instant. Et puis, en seconde partie, deux thématiques majeures également au menu ce soir. On va tout d'abord tenter d'analyser et de comprendre la circulaire du ministre des Sports et de l'Éducation physique, circulaire du 12 octobre dernier, qui indique que les opérations de renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives civiles nationales auront lieu du 5 novembre au 12 décembre prochain. Les mandats des bureaux exécutifs à élire seront de 2 ans. Et l'autre thématique concerne la reprise du championnat national de football MTN Elite One. Ce championnat a démarré samedi dernier, ici même à Douala. Voilà pour le menu de cette émission. 4 invités en plateau ce soir. Nous recevons avec beaucoup de plaisir, une fois de plus, notre confrère Claubert Yompan. Il est journaliste, il est basé en Allemagne, actuellement au Cameroun. Claubert, bonsoir. Bonsoir, Lydie, et merci une fois de plus de me faire l'amitié d'une invitation. Juste à côté de vous, Yves Désiré Ekwala, il est responsable de communication au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Yves, bonsoir. Bonsoir Lydie, ravi de rencontrer encore une fois de plus Robert, et puis écoutez, nous avons toutes nos amitiés à tous les téléspectateurs de Spectrum Télévision. Charles Manguemouye, maire consultant en communication et en marketing, il est avec nous ce soir. Charles, bonsoir. Bonsoir Lydie, je salue tous ceux qui nous regardent à ce moment et tous ici. Et juste à côté de vous, Serge Zambo, analyste de sport. Serge, bonsoir. Bonsoir Lydie, ravi d'être parmi vous. Je salue particulièrement la ville de Manga. Pourquoi? Tout simplement comme ça. C'est juste comme ça. Ok. D'accord. Avant de parler du Ballon d'Or, on va rapidement s'intéresser au handball avec les playoffs qui se disputent actuellement. Il y a eu les premières et deuxièmes journées, il y a eu un break et avant la reprise de la compétition. On vous propose de regarder tout ça dans ce reportage. Le gymnase du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé abrite depuis le 16 octobre dernier les playoffs qui vont déterminer le grand vainqueur du championnat national de handball. 8 équipes participent à cette phase de la compétition, soit 4 en dames à savoir TKC Handball de Yaoundé, FAB, FANS de Yaoundé et Dynamique de Bokito Handball. Chez les messieurs, FANS de Yaoundé, FAB, Minu Afriland de Yaoundé et Youk Handball sont les clubs en lice. Lors de la première journée de ces playoffs de handball le 16 octobre, les dames de FAB ont battu Dynamique de Bokito par 33 buts contre 25. Victoire également de FAB chez les messieurs sur le score de 30 buts contre 29 face à Youk. La deuxième journée disputée le 17 octobre dans ce même gymnase a une fois de plus permis à FAB de s'imposer par 29 à 26 à l'issue du duel qu'il a opposé au Tonnerre Kalara Club Handball en dames. Chez les messieurs, Minu Handball a battu Youk sur le score de 38 buts contre 33. Après ces 2 premières journées, le tournoi marque une pause ce mardi 18 octobre et reprend ce mercredi 19 octobre avec des duels alléchants entre Youk et FAB, FAB et Minu chez les messieurs, FANS contre FAB et Dynamique contre TKC chez les dames. Notons que ces playoffs s'achèvent le jeudi 20 octobre avec au programme les matchs de classement des 3e et 4e places ainsi que les finales dames et messieurs qui vont permettre de déterminer le classement définitif de championnat organisé par la Fédération camerounaise de handball.
ce qui est de quelques résultats enregistrés ce mercredi justement chez les messieurs, c'est France Handball qui a battu Yuk 35-26. FAP est tombé devant Minu 22 contre 26. Et du côté des dames, FAP a été battu par la fondation André Zico Handball 17 contre 24. Dynamique Handball de Bokito a été battu par Tonnerre Handball 20 contre 28 pour Tonnerre. On va vous proposer de regarder rapidement quelques réactions recueillies à l'issue des matchs d'aujourd'hui. Martin Ambassa, qui est joueur de la fondation André Zico Handball. Vous écouterez également le capitaine de FAP Handball chez les messieurs, ainsi que Anne-Michel Essam, qui est capitaine de FAP Handball chez les dames. Le match contre Yuk tout à l'heure était un match à gagner impérativement parce qu'on avait besoin de ces points pour pouvoir être mieux placé par rapport au goal average. Alors on a fait le travail qu'il y avait à faire pour se qualifier pour la finale demain. Alors la finale sera contre FAP, un bis répétita, puisque la finale de la Coupe vous a opposé, à FAP vous avez battu cette équipe, votre ancien club. Oui. Alors ce sera une finale très relevée. Ce sera une finale très relevée parce que c'est une équipe pas du tout facile à battre. Oui, c'est un match comme tout le reste. J'ai rien à prouver puisque j'ai joué là-bas l'année il y a 2 ans. Donc ça sera un match comme les autres. Moi, c'est le capitaine Wakaxton de FAP Handball. Alors vous venez de perdre le match contre Minu Handball, mais déjà sûr de disputer la finale demain contre France. Comment vous comptez aborder cette finale? En fait, on perd ce match parce que ça n'avait plus l'enjeu pour nous. Il ne fallait pas qu'on se blesse. Et pour que Minu aille en finale, il fallait qu'il nous batte écart de 10. Pour nous, c'était un match de préparation. Pour demain pour la finale contre France. Et demain, j'espère qu'on pourrait mieux aborder la finale de demain par rapport à la finale de la Coupe du Cameroun. Bon, je pense que les matchs se suivent et ne se ressemblent pas déjà. Et elles étaient plus motivées à gagner leur match par rapport à nous. C'est vrai que dans la tête, on s'est dit c'est un match qui n'a pas d'enjeu, mais ça ne veut pas dire qu'on venait pour perdre le match. Bon, ça ne nous a pas réussi. On espère qu'on va vite se remobiliser parce que demain c'est notre jour et ce sera un défi pour nous. Demain c'est la finale, vous la jouerez contre la même équipe. Comment vous allez aborder ce match? Avec beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de sérénité. Il faut qu'on se donne, déjà le faux pas qu'on fait ici nous permet de nous poser, de nous remettre en question. Demain, on doit venir avec toutes nos âmes pour essayer de pouvoir gagner ce match. Réaction et on remercie la Fédération camerounaise de handball. On va évidemment suivre ces finales demain. On reviendra plus tard pour faire le point. Ballon d'or France Football à présent, Serge Zambo, Karim Benzema, sacré pour la première fois. Comment est-ce que vous avez justement vécu cette soirée assez exceptionnelle? C'était hier. Oui, disons que c'est l'aboutissement d'un travail assez logiquement accompli. Il a 34 ans. Et l'année a été fort belle. Pour lui, il a été meilleur buteur du championnat, de la Champions League déjà, je crois du championnat d'Espagne également. Et puis il est vainqueur, il est également en termes en pole position. Il était en pole position à partir de juste ces petits entrefaits. Et puis je crois qu'il a aussi gagné, je pense, le championnat espagnol. Mais sauf que ce que je voulais dire, lorsque quelqu'un explose et que les résultats suivent, ça se voit. On n'a pas trop grand souci à se faire. Mais généralement aussi, nous voyons des gens exploser. Nous voyons des gens se battre sur le terrain pour obtenir le sésame. Mais à la fin, ils ne l'obtiennent pas. On se pose justement la question de savoir pourquoi. Et là, j'interviens là un tout petit peu en tant qu'Africain. Parce que là, je pense que Mané, qui se retrouve quand même deuxième, ayant supplanté... C'était d'abord la réaction sur Benzema. On va parler de Mané dans un coup. La réaction sur Benzema. Bon, voilà. Donc je crois qu'il a fait une très bonne année et c'est logique qu'il soit naturellement récompensé. Logique aussi, Claubert, ce ballon d'or, Karim. Tu vas m'excuser d'être un peu long sur Karim. Les deux mots qui me reviennent, ayant vu Benzema sacré, ballon d'or
ce sont justice et émotion. Justice parce qu'il a fait du chemin. Ouais. C'est quand même Benzema qui, en 2009, est superstar en France. Il est transféré au Real Madrid avec Cristiano Ronaldo et on lui apprend que la superstar française ne peut être que le porteur d'eau de celui qui est en concurrence avec Messi pour le titre de meilleur joueur du monde. Il l'accepte, il se met à son service, quelquefois même de façon ridicule. C'est ce Benzema, Ballon d'Or, qui en 2012, lorsqu'on demande à Mourinho comment il trouvait son équipe qui préparait un classico contre le FC Barcelone, répond que son attaque est décimée, mais lorsque vous allez à la chasse, il vous faut un chien. Mais à défaut du chien, si vous avez un chat, vous allez avec. Higuain, le chien était blessé et il fallait aller avec le chat qui était pour lui en ce moment Karim Benzema. C'est le même Benzema qui, à la suite de la sextape de Valbuena, est honni par le monde du football. 6 ans, il ne portera pas le maillot de l'équipe de France. Ça a été une période compliquée. Il me rappelle encore que pendant toute l'Euro, à toutes les conférences de presse, on rappelait à Deschamps que si Benzema avait été là, peut-être que l'équipe de France aurait fait mieux. C'est ce Benzema-là qui devient le ballon d'or. Émotion, parce qu'on a vu les parents de Benzema, notamment sa maman, presque en larmes. On a vu Benzema lui-même en larmes, Benzema célébré par tout un peuple. Il fait bien de finir en disant que c'est le ballon d'or du peuple. Émotion aussi parce que 2 de ses idoles, ses seules idoles, il en a 2, Zidane et Ronaldo, sont là. Zidane qui a personnellement demandé au comité d'organisation du Ballon d'Or de lui permettre de remettre ce ballon d'or. C'est un symbole fort. Oui, de remettre ce ballon d'or-là à Benzema. C'était très riche. Benzema, si vous avez regardé subtilement dans son discours, remercie Zidane à juste titre. Remercie tous ceux qui l'ont soutenu, remercie son entraîneur et reprécise pour qu'on sente bien qu'il parle d'Ancelotti, esquive subtilement Deschamps, esquive subtilement Noël Le Graët, parce que ce sont ces 2 bourreaux, mais miracle de l'histoire, ils sont là et doivent assister au sacre de la victime. Et les gagnants, ce soir-là, ils sont 3. Il y a Benzema qui est l'élu. Il y a le Real Madrid qui a bien évidemment senti le flair de ce truc-là et a imprimé des maillots numéro 9 en or de Benzema, 100 000 exemplaires en moins de 48 heures. Et enfin, il y a Ola qui, lorsqu'il transfère Benzema, est le fou, puisqu'il introduit dans le contrat que si Benzema était un jour Ballon d'Or, Lyon bénéficierait d'1 million d'euros. Tout le monde en a ri. Hier, il était le plus riche. Ouais. L'histoire lui a donné raison. On sait, avant peut-être d'écouter un peu de la réaction de quelques Sénégalais par rapport à Sadio Mané. En mots, justement, Charles Mongué Mouyemé, par rapport à ce premier sacre de Karim Benzema, et Clubet disait, c'est une justice qui a été, on va dire quoi, réparée, une injustice qui a été réparée. Bon, le dire comme ça, on pourrait penser que c'est un ballon d'or qui récompense l'ensemble de sa carrière. Non, il a mérité sur cette saison. Il me semble que sur le cours de la saison, suivant les critères du ballon d'or, c'est celui qui se rapprochait le plus de tous ces critères à performance individuelle et collective. Tout le monde a célébré le jeu collectif de Benzema. Et quand vous le regardez jouer, par moment, vous vous demandez s'il est avant-centre. Parce que c'est l'un des rares avant-centres de ce niveau-là qui touche énormément de ballons et qui permet au milieu de terrain de respirer. Parce que parfois, quand vous êtes coincé, vous n'avez pas de solution.
C'est Benzema qui décroche, qui revient vous proposer une solution et il bonifie l'action à venir. Donc, je pense que je ne parlerai pas de logique, parce que dans le Ballon d'Or, il n'y a pas forcément la logique, mais c'était attendu. Ouais. C'était attendu sur la saison qu'il fait. Maintenant, ce que Claubert dit, c'est vrai qu'il a une carrière qui a des hauts et des bas. Et vous savez que c'était avec ses autres frères arabes, Ben Arfa et l'autre, c'était pas forcément le plus attendu à ce niveau. Ben Arfa, c'était le futur. Vous avez vu la destinée, vous avez vu l'autre, comment il s'appelle, Nasri. Donc lui, il a persévéré. Moi, je pense que ce qui est important, c'est, quelqu'un l'a dit, je ne suis pas original quand je dis, c'est du bon vin. C'est-à-dire que vous avez l'impression que plus il vieillit, plus il est bon. Parce que ce gars, quand il quadrille le terrain, il a une telle facilité dans les déplacements avec le ballon que vous vous dites le foot doit être facile. Mais vous n'imaginez pas l'impact physique qu'il met pour réaliser les gestes qu'il fait là. Vous n'imaginez pas le flair qu'il a à avoir toujours un bon placement pour reprendre une balle, renvoyer, etc. Je crois qu'il a fait une saison vraiment pleine. Dans le récit de Claubert, ce qui est dommage, c'est qu'il ne gagne pas la Coupe du Monde. Parce que cette équipe qui va à la Coupe du Monde, il méritait certainement d'y être. Et il serait lui aussi champion du monde aujourd'hui. Mais qui sait aussi s'il peut-être qu'il n'aurait pas gagné. Voilà, peut-être aussi qu'il n'aurait pas gagné. Vous allez me dire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je veux dire que c'est un titre qu'il n'a pas eu. Ça aurait été un couronnement pour sa carrière. Mais vraiment, c'était attendu pour la saison qui vient de passer. Et Didier Charles dit quelque chose de très pertinent. Lorsqu'on suit les réactions après le sacre de Benzema, on a l'impression que tout le monde salue l'homme et l'ensemble de sa carrière. Pourtant, sur la saison, il a mis tout le monde d'accord. Il a mis tout le monde d'accord. Et vraiment, et quand on a vu la réforme du Ballon d'Or, parce qu'il a changé cette année, il était encore plus que favori. Voilà. On va donc rappeler aussi qu'après, Benzema, il était premier au classement final de cette distinction. Et deuxième, le Sénégalais Sadio Mané. Nous sommes allés rencontrer justement quelques Sénégalais basés dans la ville de Douala. Comment est-ce qu'ils ont accueilli cette nouvelle? Qu'est-ce qu'ils pensent de Sadio Mané? Nous vous proposons de les écouter au micro de Jules Epon. Très fier en tant qu'Africain, Sénégalais en même temps. Vraiment, on l'attendait. Dieu merci enfin. Sadio Mané l'a vu. En tant que deuxième Africain qui a suivi toujours le pas de ses grands frères, comme Eto'o-Fils, comme Rigobert Song-Bana, Didier Okocha. Bref, j'en passe. On est fiers en tant qu'Africains, fiers d'être Sénégalais en même temps, vraiment. Content pour lui et le fait qu'il soit Sénégalais, en plus Africain. On est content pour lui et toute l'Afrique est content. Le deuxième pour le Ballon d'Or, ce n'est pas évident. Donc, c'est une fierté pour toute l'Afrique et le trophée aussi qu'il a eu. Nous sommes entendus, comme c'est une grande chose, tout le monde il parle. Comme moi, je ne connais pas bien le football là. Mais je sais qu'il y a les gens qui disent que Sadio Mané peut-être il mérite de prendre le Ballon d'Or. Je suis content, comme tous les Sénégalais, tous les Africains. Tout le monde est content. C'est pour les Africains. Ce n'est pas seulement pour le Sénégal, c'est pour l'Africain. Nous sommes des croyants et il est encore jeune, il a tout le temps. L'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Donc, on attendait, on continue à attendre. Dieu merci. C'est pas bon. Le ballon qu'on souhaitait, je souhaitais être premier, exact. Je souhaitais être premier, vraiment. Je souhaitais que Sadio Mané, mais tout ce que Dieu a fait est bon. Nous sommes contents de ce que Dieu nous a donné. Réaction Yves Désiré Kwala, Sadio Mané, deuxième au classement dans ces awards. C'est quoi? C'est tout un continent qui se réjouit. On a vu que ce soit du côté du Sénégal ou même au sein de la communauté sénégalaise. On vient de les écouter, ces Sénégalais. C'est pas seulement
le Sénégal qui est concerné, c'est l'Afrique aussi qui se retrouve sur le podium. Oui, moi je veux dire que je vais peut-être souhaiter qu'on écoutait aussi d'autres d'autres communautés africaines pour avoir leur avis dessus. Parce que pour moi, un titre tel que celui que vient de remporter, était second, oui. Son classement, c'est une fierté effectivement pour toute l'Afrique. Je pense tout simplement que tous ceux qui sont encore en activité se disent que, ben, écoutez, c'est pas que pour les autres, on peut toujours espérer avoir un titre de ce type. Aujourd'hui, il est deuxième. Qu'est-ce qui pourrait être l'année prochaine? Peut-être qu'il était bien loin du 5 majeur l'année dernière, au Ballon d'Or 2021. En 2022, il est deuxième. Bah, écoutez, je crois quand même que c'est, comme tout à l'heure on disait, je crois que pour moi c'est une consécration pour déjà être à ce niveau-là. Quand vous imaginez qu'il y a des joueurs qui, à nos yeux, nous donnent l'impression d'être très bons, se retrouvent 5e, 6e ou 3e, ainsi de suite, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait en Afrique qui a de la valeur et je me dis beaucoup de courage pour lui. Mais je ne sais pas si on reviendra peut-être sur le prix également qu'il a eu. Allez-y. Voilà, par contre, le prix qu'il a eu devrait plutôt servir d'exemple à beaucoup de... J'appelle ça nos stars, nos icônes, voilà, tous les mots qu'on utilise parfois pour eux. Ça devrait être un exemple là, pour eux. Là, c'est entièrement mérité. Je pense que c'est entièrement mérité parce que moi qui ai suivi déjà des reportages sur les hôpitaux, les universités, les écoles, il a encouragé les gens à aller à l'école, repartir à l'école. C'est peut-être pas son travail, vous me direz, mais il a aménagé des routes, des choses. Il a fait beaucoup de choses dans son village et à Dakar également. J'ai regardé, j'ai vu des reportages dessus. Moi, je pense que ça devrait servir d'exemple à beaucoup d'entre nos sportifs plutôt que de ceux. J'ai lu quelque part quelqu'un qui disait que plutôt que de se pavaner avec de grosses voitures et ne rien faire de concret dans son pays ou dans son village, moi, je dis que c'est des choses, des exemples à suivre. Exemple à suivre. Serge Zambo sur Mané. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Non. En fait, quand il a parlé, certains qui se baladent avec des grosses voitures, c'est ça qui m'a fait sourire un tout petit peu. Bon, je disais tantôt tout à l'heure que le fait que Mané soit deuxième aujourd'hui, c'est une fierté pour l'Afrique, comme vous dites. C'est une fierté pour le Sénégal, c'est bon, mais je me dis que quelque part, c'est vrai, Claubert a dit tout à l'heure que les données avaient un tout petit peu changé. Je me dis qu'il aurait amplement mérité être Ballon d'Or peut-être en 2019, où l'année était flamboyante pour lui. Et ça, on allait encore nous chercher Messi. Il y a aussi un contraste. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que le Ballon d'Or est un peu sous-évalué. Ça, moi, je le dis. C'est l'impression que vous avez... C'est l'impression que j'ai. Je m'explique. Oui. Si Mané est aujourd'hui deuxième, si au même moment, on met Eto'o, on met Drogba, on met Yaya Touré, je ne pense pas qu'il ait eu le même classement. Ils seront certainement premiers. La même chance que ceux-là ont peut-être eu, c'est d'avoir été dans les teignoirs de Messi et de Cristiano Ronaldo dans leur moment très faste. Parce que Eto'o, vous avez dit tout à l'heure que c'est la première fois, ou du moins, qu'un Africain est deuxième. Et c'est la deuxième fois qu'un Africain est au podium. C'est-à-dire après Ouya en 95. Voilà. Eto'o, malgré tout ce qu'il a fait, vous avez vu Eto'o gagner par exemple une Ligue des Champions, je crois que c'était en 2006, Charles 2006. Voilà, où il a amplement mérité. Mais le Cameroun n'étant pas parti en Coupe du Monde, et puis il y avait une autre logique que je n'arrivais pas à comprendre. Qu'est-ce qu'on récompensait? Les performances individuelles ou alors le palmarès. On est allé nous chercher Cannavaro. J'ai eu l'impression que c'est parce qu'il avait gagné la Coupe du Monde qu'il s'est retrouvé là. Et plusieurs fois également, si vous revenez en 82, je ne vois pas un grand Paolo Rossi. Mais Rossi est champion du monde et puis il gagne la Coupe, il est également Ballon d'Or. En 94, comme ce n'est pas encore intercommunautaire, on allait créer un truc pour Risto Stoïkov, quelque chose comme ça. En 86, je crois que c'était en principe Diego Maradona, mais on allait prendre un autre Européen parce que c'était pas. Donc j'ai l'impression que le Ballon d'Or aujourd'hui, il est un tout petit peu au rabais. Ce n'est pas pour sous-estimer les efforts que les Africains font. Mais quand vous voyez ce que Mané fait et comparé à ce que Eto'o a fait pendant des années, c'est pas parce que c'est un compatriote, comparé à ce que Yaya Touré a fait pendant des années, comparé à ce que Didier Drogba a fait pendant des années, et à lieu de se poser un tout petit de questions. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, la jeune génération, avec ce que Claubert vient de dire, va avoir beaucoup plus de chance. Parce que si les données ont changé, je pense que les chances seront beaucoup plus du côté africain. Donc, il convient donc pour nous qu'on continue à beaucoup travailler. Peut-être qu'un jour, on reverra encore le sésame revenir du côté de l'Afrique. Peut-être, comme vous le dites, hein, c'est peut-être une affaire de contexte, une affaire... oui, d'époque, de contexte, oui, effectivement. Et Tessera.
En tout cas, aujourd'hui, c'est tout un continent qui célèbre justement Sadio Mané. Charles Mangué-Mouye, mais j'aimerais bien avoir votre regard là-dessus par rapport aux explications données un peu par Serge Zambo. Vous avez l'impression aussi que le Ballon d'Or cette année est au rabais? Oh, pas vraiment. Je pense que le foot, c'est une question de génération. Vous pourrez dire la même chose de Xavi, d'Iniesta, ces formidables footballeurs qui n'ont jamais eu le Ballon d'Or. On peut en citer à l'appel. Le problème, c'est que parfois, vous naissez au mauvais moment. C'est comme ça que nous disions souvent au quartier. C'est-à-dire, quand on regardait Kono et Bell, on se disait pourquoi ils sont là en même temps. De 6 grands gardiens, on les a en même temps. Un est obligé d'être au banc de touche. C'est quoi cette histoire? On a souvent eu ça dans les équipes. Les Français en savent quelque chose. Comment il s'appelait, le gars de Manchester, le fameux numéro 7 qui était là, et les autres qui sont là, les Papins et tout. Donc, je vous dis, c'est une question d'époque. Charles, je te coupe pas, s'il te plaît, tu me permets? Moi, je dis, Mané aujourd'hui est deuxième. Oui. Juste pour avoir gagné, je crois, voilà, c'est ça, l'année dernière. Il n'est pas meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Il ne le gagne pas. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Je crois que la seule chose qu'il a gagnée, c'est uniquement la Coupe d'Afrique des Nations, où il finit, je crois, meilleur. Il a une bonne phase, la phase aller. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je dis donc, ni meilleur, mais je dis donc que si j'essaye, moi je dis que j'ai l'impression, je dis bien, si j'essaye de comparer ce que Eto'o et Didier ont fait dans les mêmes circonstances, vraiment, comme tu dis, c'est peut-être un problème de génération. C'est un problème de génération. Donc, vraiment, il va être difficile. Peut-être parce qu'il a parlé de critères, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a lieu de faire. Regardez, cette année, je crois que c'est 100 journalistes des différents de 100 pays qui ont voté. Mais avant, vous aviez... Les 100 premiers au classement FIFA. Oui, avant, vous aviez, je crois, plus de 100 pays. Il y avait les sélectionneurs et tout ça. Il y avait plein de gens qui votaient. Il y a même aussi quelque chose, il y a quelqu'un qui a dit, je crois, au Sri Lanka, avant qu'on annule, pour que ce soit les 100 premiers pays, au Sri Lanka, qui allait prendre, par exemple, Aubameyang, qui n'était même pas dans la liste. Lui, il a mis dans le classement, qui n'était même pas dans la liste des nominés. Donc, il y avait un peu aussi de complaisance. Je suis d'accord, mais même jusque-là, en élargi, bon, ben... Moi, je pense que c'est un titre qui a des critères connus d'avance. À partir du moment où les critères sont connus d'avance et il y a des gens qui votent, vraiment, à la fin, moi j'ai l'habitude de dire, je me plie au résultat qui est là, parce qu'on connaissait les critères. Aujourd'hui, il me semble qu'on les a un petit peu améliorés. Parce que quand vous parlez de performance individuelle et de caractère décisif d'un joueur, regardez Liverpool aujourd'hui sans Mané. Vous n'avez pas l'impression que ce gars était décisif quand même dans cette équipe, même s'il n'a pas été champion. C'est vraiment, il a été décisif. Et au niveau de la performance individuelle, c'est le gars qui se donne vraiment à 200% à chaque match. C'est ça là qui était meilleur buteur. Hein, oui, le Ballon d'Or pour moi est meilleur buteur, c'est deux distinctions distinctes. Non, ça compte. Elles sont différentes. Ça compte. Justement, hier, quand on parlait de Benzema, on a cité tout ça. Meilleur buteur de la LDC, meilleur buteur de ceci. On a compté tout ça. Ça compte. On ne peut pas dire que... Milan n'a pas souvent été meilleur buteur de ces championnats. Mais non, Milan a quand même été meilleur buteur de Cannes. Non, je dis il n'a pas souvent été meilleur buteur de ces championnats, mais il a souvent été meilleur joueur. Ça, vraiment, c'est pas... Meilleur buteur, c'est pour ça qu'il y a donc ça, j'estime que c'est pour ça qu'il y a le trophée de... Oui, par exemple, il en fallait plus. C'est ce que je voulais dire. Le trophée Gerd Müller. Maintenant, il en fallait plus. Que c'est une question de critères pour être deuxième qui sont définis. Mais si c'est juste le meilleur joueur de la CAN, 3 buts, 2 passes décisives, vraiment, c'est mec. Deuxième, moi, c'est pour ça que si c'est être décisif au cours des matchs, Son l'a été avec Tottenham ou Harry Kane. On n'a pas les critères. Donc, je suis toujours contre je suis l'évaluation un peu dubitatif. Statistique. Simplement. C'est un indicateur important aussi, Charles Mangué-Mouye. Il n'y a pas que cet indicateur. Nous sommes d'accord, Charles. Vous comprenez? Quand on vous dit l'aspect collectif, l'altruisme du joueur. Est-ce que quand vous regardez Mané jouer, il ne joue pas pour tout le monde, par exemple? Il y a Touré. Moi, ça ne me pose pas de problème qu'il soit à cette place-là aujourd'hui. Par contre, et puis, il y a le fair play aussi. Mané, ce n'est pas le gars râleur, ce n'est pas le gars qui donne des coups.
C'est pas vraiment, c'est le gars qui s'amuse en jouant au football. Moi, c'est ce type de joueur que j'aime. Il prend du plaisir, et il vous donne du plaisir. Maintenant, par contre, le prix sur les œuvres. Cette première édition, c'est bien. Pour moi, ça va. Mais c'est un prix qui, à mon sens, moralement, peut poser un problème sur la durée. De quelle façon? Parce que pour moi, la bienfaisance marche avec l'altruisme. On ne va pas commencer à faire des œuvres parce qu'on vise un titre. Ce n'est plus altruiste. Quand je fais une œuvre, je la fais avec mon cœur. Je n'attends rien en retour. C'est pour ça que je dis que cette première édition les surprend tous. Donc personne n'a fait ça pour ça. C'est bien. Moi, je pense même qu'on a fait ça. Il y aura des choix, justement. À partir de la prochaine, on va commencer à dire, Claubert, vraiment, il faut que tu fasses un J'estime qu'il fallait absolument, maintenant, hier, que Mané monte sur le au bout de podium, l'opération, on a créé un petit truc. Ça, moi, je corrobore. Hein. Au bout on a de créé une l'opération, chose pour qu'il soit là. Non, mais le dire comme ça, non, ça me fait penser. Ça me fait, non, ça va me l'impression qu'on va termine et puis Claubert va réagir. Je termine juste en disant que je le dis, ça, c'est de la mais moquerie. si je me place du côté de la population, il vaut mieux qu'il y ait ce prix. Même s'ils se font la concurrence, c'est ceux qui bénéficient de ces œuvres-là qui sont importants. Mais je dis que ça tue le côté altruiste qui a été celui de Mané, par exemple, qui ne l'a jamais fait pour gagner. Dans un but précis. Voilà. Il le faisait avec de son façon cœur. désintéressée. Et c'est là où la bienfaisance est louable quand elle est désintéressée. Dès qu'elle commence à être calculatrice, ça devient les hommes politiques qui viennent vous mettre les bonnes fontaines parce que les élections arrivent. Propagande. Donc, il faut... Oui, Claubert. Il y a beaucoup de points sur lesquels réagir avant de parler du ballon d'or de Mané en lui-même. Ce qu'on reprochait, et Charles et Serge, le grand frère l'ont dit, c'était la formule du ballon d'or. Le grand frère l'a précisé, il y a des pays à qui il fallait rappeler de voter. Il y a des pays qui ne connaissaient même pas les footballeurs. Ça veut dire que vous aviez l'impression, en fin de compte, que ça ne servait à rien de leur dire de voter. Maintenant, quand on faisait voter les capitaines des sélections, on se rendait compte que les concurrents étaient quelquefois eux-mêmes les capitaines des sélections. Et vous aviez des votes qui n'avaient rien à voir avec le vote. Parce que pour défavoriser Messi, Cristiano Ronaldo va par exemple voter pour Aubameyang qui n'a certainement aucune chance de remporter le ballon d'or simplement parce qu'il ne veut pas le donner à Messi. Et Messi lui aussi va peut-être aller donner sa voix à Dybala qui n'a aucune chance de remporter le ballon d'or. Et on s'est même rendu compte que les sélectionneurs aussi entraient dans ce jeu-là. Donc aujourd'hui on a dit des 100 équipes bien classées, au moins là c'est le mérite. On peut contester les critères du classement FIFA, mais au moins ça tend vers le mérite. Et là au moins c'est un vote lisible. Il y avait aussi les critères de désignation, on disait le palmarès de l'équipe qui avait un très gros accent. Ça essayait de diluer la performance individuelle du joueur. Et on avait donc, en année de Coupe du Monde, on avait des Africains qui n'ont presque pas de chance de remporter la Coupe du Monde, même s'ils ont fait une saison brillante, ne peuvent s'attendre à rien. On disait ton passé. Et quand Messi a 6 ballons d'or, il a un passé qui plaît dans sa faveur. Quand Cristiano Ronaldo a 5 ballons d'or, il a un passé qui plaît dans sa faveur. Tout cela a été remplacé par performance individuelle, performance en équipe et fair play. Maintenant, pour répondre au grand frère qui parlait de la saison de Mané, comparativement à Salah par exemple, on dit qu'il a remporté la CAN. C'est une performance collective. Mais quel est l'impact qu'il a eu sur la victoire du Sénégal? Chacun peut constater qu'il a pris ses responsabilités. On oublie parfois de le dire, il qualifie le Sénégal pour la Coupe du Monde.
Beaucoup l'ont fait avant, ils n'ont pas terminé deuxième. Non, le Sénégal. Ça veut bien expliquer la différence des critères. Okay. Il qualifie le Sénégal pour la Coupe du Monde. La question est quel est son impact. Et en face de lui, que ce soit la finale de la CAN, que ce soit la qualification de la Coupe du Monde, il y a Mo Salah. Bien sûr. Donc, ça fait au moins 2 points pour lui. Ils sont tous Non, je ne suis pas en train de... Ils ont tous échoué en finale de la Champions League. Une finale qui est... Atteindre la finale, c'est quelque chose d'abord d'honorable. Donc, ça n'est sur la saison, on ne peut pas dire que c'est un numéro 2 immérité ou le comparer... Non, moi je pas dit, je dis encore que sur la saison 2019, il aurait fini deuxième, que ce serait logique. Mais sur la saison 2000, nous sommes en quoi 2022, qu'il faisait deuxième avec ce maigre palmarès, je dis, pour moi, ça veut dire que ce n'est pas maigre. Non, ça veut dire que c'est maigre. Il a donné 3 si je vais en 2019. Il a donné 3 éléments. 3 critères. Si je vais en 2019. Il avait 3 critères, c'est suffisant. Je n'ai pas fini. Et en plus, quand Mané signe à Liverpool, il est au 4e salaire de Liverpool. Mais quand les années passent, la plupart des joueurs qui étaient en contrat prorogent leur contrat. Et Mané, en 2022, devient le 13e salaire de Liverpool, ce qui est une injustice. Ça veut dire Matip touche plus que Mané, Van Dijk touche plus que Mané, Trent Alexander-Arnold touche plus que Mané, Fabinho touche plus que Mané, Salah touche de très loin plus que Mané. Lors de la négociation du contrat, il exige d'être aligné sur les gros salaires. Liverpool le lui refuse et il part au Bayern de Munich où il est le 4e salaire. Quand on regarde le genre de joueur qui est au Bayern de Munich, c'est quand même quelque chose. Donc même la négociation de son transfert, c'est des facteurs positifs qui entrent en Sauf ligne que l'année dernière avec Liverpool, de temps en temps, c'était lui qui était sacrifié. Il sortait beaucoup plus. Et les autres restaient au stade. Il ne faut pas manquer de le dire également. Oui, il sortait plus. Pourquoi? Et chaque fois qu'il était là, et c'est cette injustice-là parce qu'il a commencé à comprendre que l'on préparait l'avenir de Liverpool sans lui. Voilà. Qu'on l'on préparait l'avenir de Liverpool sans lui. Mais la question est de savoir, chaque fois qu'il a été là, qu'est-ce qu'il a apporté? Et nous sommes d'accord pour dire que chaque fois qu'il a été là, il a été décisif, mieux que les autres. Je suis d'accord avec vous, sauf que je dis que comparativement aux années, mon problème n'est pas, je n'ai jamais dit que c'était un piètre joueur, je n'ai jamais dit qu'il n'était pas efficace, je n'ai jamais dit tout ce que vous dites, mais je dis comparativement à l'année 2019, où il aurait pu finir normalement premier ou sur le podium, il ne l'est pas. C'est pour ça que j'ai dit que le ballon d'or, on ne maîtrisait pas exactement. Sauf que maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai l'impression qu'il faut que je dise qu'avec un pied, je marche comme avec 2 pieds. J'ai l'impression. Mais non, mais si les critères... Parce que celle qu'il vient d'expliquer que les critères ne sont plus les mêmes. Au-delà des critères, on ne peut pas, je sur ne pense le ballon pas. d'or, Je ne pense pas. comparer les années et les époques comme si c'était une distinction qui obéit à une logique. Non, à un moment donné, Charles, à un moment donné, si tu parles de 2019, 2022, on ne peut pas quand même parler d'années, c'est pas étendu. Quand on est, quand on est joueur, il y a des gens qui font des carrières de 10 ans. Voilà Benzema. Il l'a dit tout à l'heure. C'est à 34 ans, je l'ai dit. Qui est meilleur que vous. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour ça. Donc admettez donc ce que je dis. Je dis donc aujourd'hui, on a l'impression que le ballon d'or qui a été, ou du moins la deuxième place qui a été attribuée à Mané est un peu celle consacrée un tout petit peu au rabais, au vu des critères, des nouveaux critères. Voilà. Non, par rapport. Au vu des critères, c'est pas au rabais du tout. Non, c'est au rabais. C'est au rabais. C'est au rabais. Mané se rapproche. C'est au rabais. C'est au rabais. Et comparativement donc aux aînés qui avaient fait 2-3 fois plus et qui n'ont même pas pu finir sur le podium. Mais c'est pour ça que j'aimerais que on retienne que les critères sont différents. Serge, est-ce que vous avez l'impression justement, quand on vous écoute un peu développer, vous avez parlé de Yaya Touré, Didier Drogba, Samuel Eto'o et Tessera, qu'il y a quand même, vous voulez ressortir la problématique de la performance actuelle des joueurs africains effectivement, sur le plan international. Effectivement, c'est de ça que je voulais parler. Ils sont déjà pas très nombreux. Et je me souviens, Yaya Touré le disait dans une interview, il a dit que Didier Drogba et Eto'o fils
ont mis la barre très haute. Oui. Ça, il a dit, absolument. Donc, si aujourd'hui, au vu, j'ai quand même conclu en disant qu'ils ont peut-être eu la malchance, ça je rejoins Charles, d'être né à l'époque là, d'être né au moment où, de jouer au moment où Messi et Ronaldo faisaient la part belle du football mondial. Exactement. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Or, imaginez, Mané, encore, là, avec les performances que Messi fait, je ne pense pas que Mané puisse finir deuxième. C'est pas possible. C'était entre Messi et Cristiano Ronaldo. En tout cas, C'était pas Messi, possible. il est toujours là. Hein. Encore que Messi est toujours là. Ils sont toujours en activité. Ils sont toujours en activité. Et c'est pour ça que j'ai donc dit que le Ballon d'Or de 2019 aurait dû naturellement, au vu des performances individuelles, et même en club, si je m'arrête là, aurait dû naturellement être attribué à cette manière. Celui qu'on donne aujourd'hui... Aurait-il mérité mieux que Salah en 2019? Moi, je pense que oui. Non. Moi, je pense Salah que oui. ne peut pas avoir été Moi, je pense que oui. meilleur que lui en club, statistiquement parlant. Moi, je pense que oui. Désigné joueur anglais de l'année, à la fois par les fans et par les joueurs eux-mêmes, parce qu'il y a des distinctions en Angleterre. Devant Mané, et vous dites que Mané aurait mérité plus que lui. Donc, non, peut-être que je me trompe de l'année, mais il y a une année où au moins une personne aurait mérité à sa place. Bon, peut-être donc que ça aurait été ça là. Et moi, je n'avais pas complètement fini parce que je voulais répondre au grand frère Charles par rapport au fait qu'il ait eu cette distinction-là au sujet de ces aides. Non, je crois que la plupart des cérémonies de distinction aujourd'hui, Charles, peut-être la formulation et la publicité qu'on fait autour n'est pas la même, mais on prime toujours ceux qui ont investi dans le caritatif. Que ce soit les trophées UNFP, que ce soit le Best Elf de la FIFA, on crée toujours une histoire pour primer quelqu'un qui s'est investi dans quelque chose. Donc, je crois que ce n'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Quand Mané le fait, je crois que ça le jeune même de monter sur le podium, qu'on parle de ça. Parce que je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis simplement que si c'est érigé en prix, ça suppose une concurrence, forcément, pour gagner le prix. Et je dis que pour la première édition, là, il ne se pose aucun problème moral. Non, je crois parce qu'ils sont tous surpris. Je crois que c'est une récompense, ce n'est pas un prix parce qu'il n'y a pas de concurrence. On a primé Mané, il n'y avait pas de... Toutes les autres catégories, on citait... Je pense que Charles veut dire que désormais, même tout ceux qui n'ont pas la fibre chaque année, on choisit quelqu'un vont justement rentrer dans ce créneau-là. Tu sais qu'on a cité Rashford. Voilà. Tu sais qu'on citait Rashford. Non, mais ce sont les... concurrents. Oui, mais ce n'était pas officiel. Ce n'était pas officiel. C'était pas officiel. Oui, ce n'était pas officiel. C'est vous les journalistes qui parliez des œuvres de Rashford, etc. Ça veut dire que sur le plan moral, vous estimez que lui aussi, il aurait peut-être mérité. C'est pour ça que je dis, moi, ça me pose aucun problème. Ceux qui en profitent, c'est tant mieux que les gens fassent des œuvres caritatives. Mais je dis qu'on ne doit pas oublier que ces œuvres-là marchent avec l'altruisme, c'est-à-dire le désintérêt. Primer ça au hasard, comme tu affirmes peut-être. Mais je dis que si je fais des œuvres en lorgnant pour le prochain prix, que comme j'ai fait ça là, j'ai fait un peu. Parce que ça va les obliger à faire de la publicité sur ces œuvres-là, ce qu'ils ne font pas en général. Quand vous posez ces actes-là, vous n'en faites pas de la publicité puisque, en fait, vous ne voulez même pas que ça se sache. À la limite, c'est les gens qui découvrent, c'est vous les journalistes qui en parlez. Mais celui qui les pose ne dit pas, venez voir, j'ai construit un hôpital. Non, pas en règle générale, venez voir, j'ai fait une école. Il dit, il fait l'école, et puis vous constatez que, tiens, ça doit faire une école. C'est juste ça que je disais, pour relever que mettre de la concurrence dedans, pour les populations bénéficiaires, c'est une bonne chose, forcément, mais pour l'altruisme, il y a un petit bémol pour l'altruisme. Maintenant, c'est pas... En tout cas, c'était la première fois. On va observer les autres suite, éditions. Les autres éditions, on verra l'année prochaine. C'est ce que je suis en train d'expliquer. La première fois, ça va. Ça, mais pour les prochaines fois, on va créer toutes les fondations. On va se mettre à faire du dispatching dans tous les quartiers pour qu'on nous voit, les hauts, je suis là, parce qu'on vise des titres. C'est ça. Et là, ça perd un peu tout son côté... Mais est-ce qu'entre-temps aussi, d'autres ne l'ont pas fait? Pourquoi c'est maintenant qu'on voit ça aussi?
Oui, beaucoup de gens l'ont fait. C'est-à-dire Beaucoup. Bien sûr, les œuvres caritatives, c'est vieux. Je pense à certains joueurs. Des choses avant. Voilà. On a découvert là-bas, brasserie à gauche, mais comme Colbert a expliqué que c'est une sorte de mode, que désormais on essaie de primer le caritatif. Bon, d'accord. Mais on verra les prochaines éditions comment ça va se passer, parce que je suis certain... C'est le comité des ballons d'or qui désigne. Il n'y a pas une concurrence comme là. Mais je suis certain que les journalistes vont la créer. Oui, non, ça c'est vrai. Ils vont dire pourquoi celui-là n'est pas l'autre. Voilà, bah oui. Donc, puis sur les réseaux sociaux, ça allait même bien dans tous les sens. Il a fait quoi qu'on n'a pas vu au Cameroun. Voilà. Peut-être pour sortir de ce sujet, quelle devrait être peut-être la symbolique, le message à retenir pour tout joueur africain justement après ce classement-là, cette deuxième position de Sadio Mané? Bon, moi je pense que ça devrait être un élément un élément d'émulation pour tous les sportifs, enfin les footballeurs, c'est le cas du football, c'est France Football. Ça devrait être, on doit se dire, écoutez, Mané a été deuxième cette année. Oui. Ça veut dire qu'un Africain peut même pas se prendre la première place. Il faut vraiment redoubler, enlevant un peu les critères qui pourraient être dits subjectifs. Parce que sur les 100, effectivement, quand on regardait, parce que Claude disait que, avant, c'est pas lui qui disait, avant c'était les capitaines, les sélectionneurs qui votaient. Aujourd'hui, si on prend les journalistes, mais si on prend... Les journalistes votaient aussi. Oui. Maintenant, je veux dire, ils sont maintenant restreints. Ce que vous disiez quoi? Maintenant, ils peuvent aussi se mettre, allez, on est tous africains, on vote pour tel joueur au détriment de tel ou tel qui disait, parce qu'on baisse tes scores en votant celui qui... C'est comme des bulletins nuls. Je pouvais ne pas voter Charles je pouvais jeter mes voix que de les lui donner pour qu'il ne gagne pas. Donc, moi, je pense que ça donne un peu un espoir à tous les jeunes qui sont encore en activité. Oui. Ils peuvent encore rêver, ils peuvent se dire, on peut. L'année dernière, je crois qu'on a eu le gardien sénégalais Mendy, qui avait été meilleur gardien. Bon, malheureusement, il n'a pas pu maintenir avec son truc actuel, mais je dis... On doit rêver, on doit pouvoir rêver, se dire qu'on peut aussi atteindre des cibles. Je crois qu'au prix Larry Hutchins, je crois qu'il a fini 4e ou 5e, quelque chose comme ça. Hier, 4e, c'était ça? Mendy était hier 4e. Il était 4e, voilà, effectivement. Donc pas très loin. Si je peux dire rapidement quelque chose en 10 secondes pour sortir, c'est que dans chaque cérémonie, il faut savoir en tirer les leçons. Et nous, les Africains, il faut voir comment les Français se moquent de nous et peut-être apprendre de cela. Pendant longtemps, comme le grand frère disait tout à l'heure, on a estimé qu'en 2006 ou au moins en 2009, Eto'o par exemple méritait le ballon d'or. Drogba aussi en 2012 avait été décisif, qu'il aurait pu prétendre au moins à la deuxième place. Ça n'a pas été le cas. Il y avait presque comme un divorce entre les Africains et le ballon d'or. Mais quel message est-ce qu'on nous envoie? On prend Didier Drogba, on met ambassadeur de ballon d'or, on nous prend Léa, il remet un prix, on fait la publicité et on a l'impression que voilà, l'Afrique s'est réconciliée avec les ballons d'or. C'était un message subtil, mais nous devons apprendre de cela. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était peut-être aussi, il fallait qu'on nous voit, qu'on donne quelque chose à mener, juste pour dire que bon, ok, tu es deuxième. Comment ça, juste maintenant, sur la durée, on va continuer. Non, mais c'est ça. Sur la durée, mais moi, j'ai un problème avec ce que c'est dit depuis, parce que ça me donne l'impression que, vous savez, on a eu un débat sur le Coton Sport et sur Bambou, tous qui ont joué à la Coupe du Cameroun, où on a dit que non, c'est une erreur d'arbitrage. On voulait dire au fond que Bambou ne méritait pas gagner. Mais tu me donnes l'impression maintenant que Mané ne méritait pas être deuxième, comme c'était comme un lot de consolation qu'il a eu. Donc je crois qu'il a mérité. Tu ne me comprends pas. Je dis il fallait Mané être deuxième, d'accord? Il fallait quand même qu'il monte sur le podium. On crée donc un petit truc que les autres ont fait, que les gens ont souvent fait, ils vont appuyer sur le podium. Moi, je suis avec lui. Ce prix n'est pas créé pour Mané. Ah, c'est la première fois. Et que c'est lui, c'est le pionnier, Charles. Non, mais ce sont ses œuvres qui ont plaidé en sa faveur. Donc, merci. D'accord, vous avez raison. Moi, je reste avec ma pensée. Je dis, c'est un truc qu'on a créé pour qu'on voit un Africain également aller prendre un petit truc avant d'aller s'asseoir. Il y a même une autre œuvre de lui dont on a fait de la publicité, c'était lors de la CAN ici. Avec ce jeune homme qui trouve à l'hôpital, qui a des problèmes de frais d'hospital, de frais d'opération, et il paye. Mais ça marque. C'était aucune compétition suivie. On a fait de la publicité.
les gens retiennent. Charles, je le fais aussi. Au quartier, je donne 500 aux petits gars qui au couloir. Oui, on ne fait pas la publicité. Mais on n'en a pas c'est une œuvre. On n'en a pas parlé. Oui, justement, je dis que je ne fais pas de publicité. C'est parce que c'est Mané. Eto'o le fait également. Adebayor l'a fait. Son Madjer l'a fait. Drogba a fait. Donc vraiment. Et puis il faut regarder où Eto'o, je crois que tout juste derrière nous, il nous offre un pavillon. Je crois d'hôpital et tout. Donc c'est pour ça que je dis que je ne ramène pas la comparaison. Ce n'est pas une question de comparaison. Je dis que les autres ont fait. C'est pas le patriotisme. Non. Quand je parlais de Brasserie, de Drogba en Côte d'Ivoire, combien de personnes peuvent-ils utiliser? Peuvent avoir des emplois. Vous voyez, donc autant de choses. Donc je dis, c'est pas nouveau, ce que je voulais dire. C'est pas nouveau. Et maintenant, si le ballon d'or, au niveau du ballon d'or, on a mis ça en exergue, il fallait bien qu'on crée un truc, moi je soutiens, je meurs du cul là-dessus, qu'on crée un truc pour que lorsque... Pour qu'on monte au moins sur l'Africain monte. Pour qu'un Africain monte. D'accord, ça c'est la position de Serge Zambon. On va évoluer dans cette émission, on va marquer une courte pause publicitaire tout à l'heure. Peut-être le temps pour Claubert un peu de nous dire, on est à un mois désormais du coup d'envoi de la prochaine Coupe du Monde de football prévue du côté du Qatar dès le 20 novembre 2022 notamment. Quel est un peu le regard que vous portez sur l'ambiance? On sait que le Cameroun est qualifié. Est-ce que vous avez justement l'impression qu'on est rentré déjà dans cette ambiance de Coupe du Monde? Au Cameroun ou de façon générale? Au Cameroun et de façon générale aussi. Oui, je crois que lorsqu'on regarde déjà du côté des journalistes, c'est la dernière ligne droite. Oui. Je crois que les journalistes accrédités, les 80% ont reçu cette semaine leur confirmation d'accréditation. Et vous savez que au Qatar, les choses ne se passent pas comme partout ailleurs. Au Brésil, quand vous avez votre accréditation, vous allez à l'ambassade, c'est 5 minutes, on vous remet votre visa pour voyager. Mais au Qatar, il faut toute une procédure pour obtenir ce qu'ils appellent la Aya-Card, qui est une triple certification qui vous permet à la fois de prendre le transport gratuitement pour les journalistes pendant la période de la Coupe du Monde jusqu'au 31 décembre, de pouvoir prendre des photos, parce que comme c'est un État islamique, il faut une autorisation spéciale pour pouvoir prendre les photos, et qui fait aussi office de visa. Ce visa est valable jusqu'en mars 2023. Donc, pour les journalistes, c'est la dernière ligne droite. Pour ce qui est de la préparation de l'équipe nationale en elle-même, 2 matchs amicaux sont annoncés. Un contre la Jamaïque, le 9, qui fera certainement office de match d'adieu. Un deuxième match contre le Panama à Abu Dhabi contre le Panama. Donc certainement le manager sélectionneur est en train de préparer la liste. Ce que je peux regretter, c'est que le président Eto'o a dit que son objectif était de faire de la FECAFOOT, la Deutsche Fußball-Bund, la DFB. La DFB a communiqué son programme depuis au moins 2 semaines. Donc les journalistes savent exactement où est-ce que l'équipe va se préparer, où est-ce qu'elle va loger, et peuvent donc faire leur programme. Parce que les journalistes, pour couvrir une Coupe du Monde, font leur programme en fonction du programme de l'équipe nationale. Vous ne pouvez pas vous lever et prendre le billet d'avion sans savoir. On peut regretter que le programme ne soit pas encore fait, ou alors ne soit pas encore mis à la disposition des journalistes. Donc, on souhaite que cela soit fait. La liste est annoncée en début novembre. Pour ce qui est des joueurs en eux-mêmes, beaucoup de choses n'ont pas changé, mais il y a quand même quelques lieux d'espoir. Lors de notre dernière émission, je disais que les dieux du foot ont annoncé que André Onana sera bientôt titulaire. Ils m'ont écouté, il est devenu déjà titulaire à l'Inter. C'est une bonne chose pour celui qui est notre assurance tout risque. Eric Maxime Choupo-Moting a fait son premier match comme étant titulaire, donc c'est quand même une petite lueur d'espoir quand on sait que la plupart de nos joueurs sont Est-ce que André ne se partage pas toujours les matchs avec Non, il est en Champions League et
Disons qu'il a commencé cette semaine en jouant en Champions League. Mais avant, c'était la division. Oui, c'est déjà le deuxième match en championnat. D'accord, c'est bon. C'est déjà le deuxième match en championnat. Donc là, il est titulaire. Et Inzaghi lui-même a donné une interview où il dit qu'André a montré qu'il avait l'étoffe pour prendre la place de titulaire. Et je crois qu'il va bien le faire. Du côté des fans, on sent que la pression monte. On attend. Vous avez aussi vu que des mercatos du côté des journalistes sont déjà annoncés. Donc voilà, l'ambiance est bonne et on espère qu'on va pouvoir avancer comme ça vers la Coupe du Monde. Alors peut-être avant de continuer, Eric Ngando, Landry Ossa, on va marquer une courte pause publicitaire dès que ce sera possible. Peut-être le temps pour Serge Zambo aussi de nous donner son avis, son regard sur cette ambiance Coupe du Monde désormais à un mois. Moi, je ne la ressens pas beaucoup. Peut-être que là, lui, il a parlé sur le plan professionnel. Ça, c'est clair. Il a beaucoup placé du côté journaliste et tout, mais au niveau du pays, on ne la ressent pas beaucoup. Même chez vous, on n'a pas d'émission sur la Coupe du Monde, à la CRTV non plus. Voilà, vous avez répondu. Donc, je ne ressens pas, même les spots ou bien les interviews, on ne ressent pas encore cette ambiance. Or, effectivement, nous sommes à un mois. Bon, maintenant, au niveau, certainement, vous avez dit tout à l'heure que c'est en vue. Je pense que si je me retrouve aussi devant le ministre, il me dira que c'est en vue. Je me retrouverai devant le président de l'Africa Foot, il me dira également c'est en vue. Et ainsi de suite, il y aura une succession de c'est en vue. Et on attendra que ce soit le vrai c'est en vue pour qu'on puisse, se mettre en exergue. Bon, maintenant, au niveau de l'équipe nationale, il a donné à peu près ce que nous attendons. Je crois que nous suivons tous nos joueurs qui devront peut-être, qui sont censés participer à cette Coupe du Monde. Donc, on a en France Castelletto, le président il y a des personnes a sa place assurée. Hein, oui, c'est lui seul qui a sa place assurée naturellement. Donc, 6 personnes, mais lui là, naturellement, et ça c'est clair. Donc, l'entraîneur n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Il n'y a que lui seul qui est sûr. Alors, je réponds juste gratuitement. Donc, il y a quand même, on ne va pas aller en Coupe du Monde sans équipe. Sans âme. Bon, si aujourd'hui il parlait d'André Onana, si André Onana n'a pas sa place, c'est qui aura sa place? Ce sera le jeune garçon, je ne sais pas qui joue en Grèce, je ne sais pas qui. Donc, forcément, il y a quand même quelqu'un, quelque part, qui aura sa place. Donc, je parlais de Jean-Charles Castelletto que nous suivons, d'Eric Wo, je crois, qui a marqué, Christopher Wo, qui a marqué dernièrement. Il y a des jeunes enfants, Baléba, que nous souhaitons peut-être aussi voir rentrer, qui joue à Lille, qui de temps en temps fait des rentrées. Le Selbemon, c'est peut-être que Zambo Anguissa partira-t-il pas-il, j'en sais trop rien, mais il s'est blessé. On ne sait pas. On devrait s'inquiéter. On devrait s'inquiéter parce que la galette que j'ai eue sur lui, on parlait de 2 mois, sauf que le club n'a pas encore fait de sortie officielle, à date, à mon niveau. Donc sur la toile, parce que j'essaie de le suivre de façon méthodique. Donc le club n'a pas encore fait une sortie, mais c'est inquiétant. Lui qui est quand même auteur, je crois, en Ligue des Champions de 5 pas décisifs, peut-être de 2 ou 3 buts, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Donc il y a des améliorations. Bon, nous suivons également Waka Vincent, qui aurait pu réintégrer en principe la Turquie, mais qui est toujours resté de ce côté. Les performances sont ça et là. Bon, nous attendons de voir comment ça va se passer, mais je pense que nous, à notre niveau, analystes, grands consultants et autres, nous sommes à la disposition des chaînes télé pour faire le travail qu'il faut, si jamais on a besoin de nous. Voilà un peu notre modeste contribution. Yves Désiré Kwala, j'ai envie de répondre. Coupe du Monde, vous ressentez pas grand-chose aussi à votre niveau? Pense que vous qui avez la chance d'être dans le bureau de l'Africa Foot, du ministère de la Présidence, ou du Qatar, vous ressentez la Coupe du Monde. Faisons un vox pop de manière froide, au bas de l'immeuble. Demandez aux Camerounais quand est-ce que commence la Coupe du Monde. Je ne suis pas sûr que 10 vont vous répondre. Quel est le programme des Lions indomptables? On sait qu'on va jouer contre la Jamaïque. Quand? Quels sont les joueurs qui vont jouer ce match? Il se joue le 9 novembre. Oui. Je pense que les clubs, les vrais clubs, n'auront pas encore libéré leurs joueurs. Les championnats se disputeront encore. Alors, on aura joué contre qui? La Jamaïque jouera qui? Vous comprenez que l'équipementier, les maillots là ne sont pas. Je pense qu'on est plus en train de gérer des, excusez-moi d'appeler ça comme ça, des histoires de couloir que de gérer la CAN. Moi, je ne la ressens pas, cette Coupe du Monde. Je n'ai aucun... Ça se joue pas au Cameroun, je suis d'accord avec vous, mais on a eu l'habitude de vivre une ambiance, genre les drapeaux sont en haute, on met derrière des banderoles. Mais pour moi, ça je vous dis clairement, je le sens parce que je cherche
J'analyse le sport. Mais je dis, mon voisin, M. Lambda, qui ouvre la porte, me salue. J'aime bien quand on dit bonjour, M. Charles. L'ami de M. Charles, franchement, n'en sait rien. On ne ressent pas la Coupe du Monde. Arrêtons de faire. Peut-être que parce que vous avez des bons rapports avec la fédération, le ministère, vous avez des informations, mais honnêtement, nous qui vivons la Coupe du Monde dans les débits de boissons, nous qui faisons le bruit de tam-tam, on n'a pas les moyens d'aller au Qatar. Ce n'est vraiment pas ça parce qu'on ne sait rien. On apprend juste que c'est Ngando qui va recruter 20 personnes. C'est l'autre qui va faire ceci. C'est la toi qui nous informe parce que malheureusement au Cameroun maintenant, c'est la toi qui nous informe. Mais je dis, il y a un manque de... Bon, on espère que je crois que c'est leur Coupe du Monde. Aura sa place. Et nous, on aura peut-être la nôtre après. Ngando aura sa place. Charles, c'est peut-être dû à quoi cette ambiance un peu timide à un mois de la Coupe du Monde. Avant de répondre, on va justement observer une petite pause publicitaire. I don't need love, no bring love. Come on, rude boy, you better show me what you got. See, I don't need love, no bring love. Come on, rude boy, you better show me what you got. Bom 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 bom. Kikoto, arikidodo, arikikoto, arikidodo, arikikoto, arikidodo. Bom 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 bom. My lady do me well, she say, oh yes I do, oh yes I'm on my knees. My lady, Reactor Dark Power, No Limits. Oh yes I do, oh yes. Un produit sous du pays. I don't need love, no bring love. Come on, rude boy, you better show me what you got. See, I don't need love, no bring love. Come on, rude boy, you better show me what you got. Bom 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 bom. Kikoto, arikidodo, arikikoto, arikidodo, arikikoto, arikidodo. Bom 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 on my knees. My lady do me well, she say, oh yes I do, oh yes I'm on my knees. My lady. Reactor Dark Power, No Limits. Oh yes I do, oh yes. Un produit sous du pays. Retour en plateau, Charles Mangué-Mouyemé. On était un peu en train de, avec notamment avec des écoles, d'estimer que l'ambiance est timide, très timide même. À un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde, le Cameroun est qualifié. Ça peut être dû à quoi selon vous? Je pense que d'abord, pour dire que l'ambiance est timide, il faut la comparer aux autres éditions de Coupe du Monde. Est-ce que l'ambiance était plus enflammée en 2014 en dehors des affaires? Parce que nous ressentons nos Coupes du Monde avec les affaires. Quand ce n'est pas les primes, c'est des drapeaux qu'on n'a pas reçus pour d'autres, c'est des avions qui sont stationnés parce que les joueurs refusent de continuer le voyage, etc. Il y a toujours quelque chose. Avant, même en 90, c'est la déclaration de Bell qui a dit qu'on va à la Coupe du Monde pour limiter les dégâts et puis il fallait l'éliminer, remettre Kono. C'est comme ça que le Cameroun prépare ses Coupes du Monde. En règle générale, c'est les affaires. Et nous en avons à ce moment. Donc pour moi, on est en train de préparer notre Coupe du Monde comme d'habitude. C'est-à-dire que là, il a parlé tout à l'heure de l'équipementier. Les gens sont là-dessus. Récemment, il y en a qui ont critiqué la tenue vestimentaire du manager sélectionneur au lancement du championnat. Les gens sont focalisés dessus. Il y a des joueurs à sélectionner ou pas. J'ai même vu un comité de soutien pour Ondoa, le gardien qui a été créé pour l'appuyer et l'amener à la Coupe du Monde, etc. Ça vous rappelle qu'on a eu des marches à Yaoundé pour l'infédé, lundi par 94. En 94. Vous voyez que c'est comme ça qu'en général nous préparons. Ce qui nous rappelle qu'il y a la Coupe du Monde, c'est vous, avec des émissions compte à rebours qui ont commencé sur certaines chaînes, avec les annonceurs qui offrent des places tous les soirs ou tous les dimanches. Vous voyez qu'il y a 2 ou 3 Camerounais qui ont gagné des places pour aller à la Coupe du Monde, qui sont contents, on fait des caravanes. C'est comme ça que nous préparons notre Coupe du Monde en règle générale. Donc pour moi, il n'y a pas moins, il n'y a pas plus que d'habitude.
c'est comme ça, on a nos affaires qui sont là. Et l'affaire la plus épineuse qui reste en ce moment, c'est celle de l'équipementier. Et comme il disait, en réalité, les autres années, je crois qu'on a quand même un minimum d'informations. Ce qui manque cette année, c'est l'information. On ne sait même pas comment on sera habillé. On ne sait même pas si on a signé un contrat avec celui qui doit nous habiller. C'est des choses que je ne sais pas si vous, les journalistes, vous savez, mais je vois des signatures de contrats avec des gens qui doivent représenter la marque de maillot. Mais la signature mère, comme on dit, c'est-à-dire le contrat en lui-même, on n'a jamais vu une cérémonie là-dessus. Donc on est un petit peu baladé là, on ne sait pas, et ces querelles de joueurs. Maintenant, quand vous regardez l'équipe, parce que c'est ça qui devrait nous préoccuper, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a deux types de Camerounais. Ceux qui se disent qu'il faut qu'on montre qu'on est optimiste, ça montre qu'on soutient tel ou tel autre. Et il y a ceux qui essayent d'être réalistes. Parce que quand vous citez les joueurs camerounais sur lesquels vous comptez, c'est des joueurs de seconde zone. Flaubert est mieux placé que moi pour en parler. Tout ce que vous citez là, les bas, comme on dit chez nous, vous voulez aller gagner la Coupe du Monde avec des joueurs qui, là où ils jouent, sont encore considérés comme des pupilles ou des joueurs de seconde zone. C'est quand même difficile. d'André Onana. Oui, mais André Onana, il est au goal derrière. Vous comprenez? On a parlé de Zambo Anguissa. Zambo Anguissa qui est contesté au Cameroun. Vous comprenez? Je comprends. Il y a encore des Camerounais qui contestent Zambo Anguissa. Ce qu'il fait là-bas, c'est l'éternelle querelle. Parce que je rappelle souvent aux gens. Mais tôt, on a dit ça. Ce qu'il fait là-bas, il y a même eu une commission entière. Merci de le rappeler. C'est-à-dire qu'il y a eu une commission entière présidée par Roger Mila avec le Michel Kahn pour regarder comment Eto'o, les performances qu'il fait en club, il peut les répéter en équipe nationale. Vous vous souvenez de cette commission Roger Mila? Et là, on a recommencé la même affaire avec Zambo Anguissa. Non, il est très bon à Naples, il n'est pas bon au Cameroun, mais pour l'instant, on n'a pas encore créé une commission. Donc, vous comprenez que vraiment, nous préparons notre Coupe du Monde comme d'habitude, avec les histoires de budget, ça aussi, ça vient de sortir. 14 milliards. On a demandé 14 on a accordé 3-6, on ne sait pas ce qu'on va faire avec, etc. etc. 14, mais l'essentiel, le nœud de l'affaire, c'est un peu évanescent. On a vu des voyages pour dire qu'on s'y prend à temps. Je suis étonné que Flaubert, qui est très informé sur ces choses-là, ne sache pas où l'équipe va séjourner. C'est un problème. Parce que lui, pour faire son plan de voyage et tout, comme il l'a dit, il faut, parce qu'il va d'abord pour le Cameroun. Même s'il va suivre la Coupe du Monde, il va d'abord pour le Cameroun. Donc je pense que on est parfois en train d'aller à côté de l'essentiel. Laisse même Claubert, mon frère, même le simple supporter. On va à côté de l'essentiel. Et ce n'est pas quelque chose qui augure d'une Coupe du Monde intéressante. Donc pour moi, plus de visibilité justement en termes de programme, en termes de préparation. Plus de visibilité sur l'essentiel. Voilà, c'est-à-dire qu'en pareil moment, pour les autres Coupes du Monde, si on sélectionnait 23, les Camerounais étaient capables de vous donner 18 joueurs quand même. Oui. Compte tenu de ce qu'on a vu sur la saison, etc. Là, aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui a essayé un classement où il mettait 2 ou 3 joueurs à chaque poste. Il dit gardien, Onana, après il met derrière, il dit latéral, Faye Collèze, après il met derrière des autres. Là-bas, il dit Christophe Hugo, il met derrière. Ça veut dire que on est dans une incertitude, nous ne connaissons pas vraiment notre équipe. Et pourtant, ça devait être ça, l'essentiel en ce moment. C'est logique. Quand quelqu'un dit que personne n'a sa place, tu veux être certain comment? Oui, mais le truc, c'est que lui, il est président. Il a tenu un discours, il pensait peut-être motiver de cette manière. Psychologiquement, les psychologues peuvent discuter du système de motivation. Mais on a un sélectionneur. Absolument. On a un sélectionneur. C'est à lui de commencer à nous montrer vers quoi il va. On a vu dernièrement, il a essayé 2 systèmes. 3 défenseurs, après il est passé, il est revenu les matchs amicaux. Pour essayer même le système, il faut avoir des joueurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est endormi par ces personnes qui ne
n'acceptent pas du tout que vous disiez la moindre chose, même sur la performance de l'équipe. Parce qu'elles ressentent ça comme si vous avez contesté quelqu'un qui a un poste bien précis. Alors que vous parlez de votre équipe nationale. C'est ça la nouvelle affaire qui va nous emmener jusqu'à la Coupe du Monde. Et nous ne sommes pas encore primes. On nous annonce que ça va être réglé ou c'est déjà réglé, mais attendons dans les semaines à venir, parce que ça se corse quand on a déjà donné les 26. Là, Zambo est sûr qu'il est dans la liste, c'est là où il lève le ton. Pour l'instant, tout le monde regarde en se disant, si je parle fort, on va trancher ma tête, parce que le système actuel tranche beaucoup de têtes. Et moi, je pense que, très honnêtement, le ministère et la fédération, on ne sait pas s'ils sont ensemble pour cette Coupe du Monde. Là aussi, c'est une donnée qui me semble... On a l'impression qu'il marche... Qu'il faut prendre en compte. On a généralement prôné l'union sacrée autour de oui, mais est-ce que ça va se passer comme ça? Aussi importante. J'ai l'impression, à l'observation ces derniers temps, qu'ils sont vraiment chacun dans son coin. Dans son coin. Est-ce que chacun gère son couloir. À quelques semaines de la Coupe du Monde, est-ce qu'on devrait encore avoir la fédération, qui donne ces informations, le ministère qui réagit à travers certaines personnes? Je n'ai pas la sensation que c'est le Cameroun encore qui est en train de préparer sa Coupe du Monde. Et là, ça craint. Parce qu'on l'a vu en 2014. Où on nous a dit que le ministre n'avait même pas de chambre. C'est vous qui étiez là-bas qui nous racontiez que le président du comité de normalisation était fâché qu'on ne lui a pas donné la voiture. C'était à Dungaroua, je crois. Il a été ridiculisé, etc. On est parti sur les mêmes bases. C'est pour ça que je dis que nous sommes en train de préparer notre Coupe du Monde comme d'habitude. J'espère seulement que le résultat sera différent. Parce qu'en 7 participations, on a un seul deuxième tour. Peut-être Claubert, pour ressortir de ce sujet, malgré les différents facteurs évoqués, le Cameroun a-t-il le temps de pouvoir rectifier le tir, c'est-à-dire peut-être qu'on ait un peu plus de visibilité sur le plan, sur le programme de l'équipe? Contrairement à une idée qui est quelquefois répandue, ce n'est pas par la préparation du Cameroun qu'on juge sa performance. On dit qu'impossible n'est pas camerounais. Donc même si nous faisions des choses bien cette fois-ci, ce serait même effrayant. L'histoire se suit mais ne se ressemble pas. En 2014, les spécialistes disait de l'Allemagne qu'elle serait maximum au quart de finale. On avait fait un sondage dans la population allemande. La population allemande disait que même pas le second tour. L'Allemagne a remporté la Coupe du Monde en 2014. Cette même Allemagne-là, en 2018, le peuple disait que c'est la finale, que c'est le trophée. L'Allemagne est sortie en phase de groupe en 98. Charles le sait, Aimé Jacquet était le seul qui pensait que la France pouvait faire quelque chose. Tout le monde estimait que la France joue le dernier match amical sans te couper contre le Panama et les champions du monde. Voilà, donc peut-être que nous aussi... Voilà, il ne faut rien. Non, pas le Panama, la Jamaïque. Quand Deschamps va nous aussi, en 2018, on lui dit quart de finale pour cette jeune équipe, c'est déjà bien. Il est champion à l'Euro 2020 qui s'est joué plutôt en 21. Lui-même dit il n'y a aucun autre résultat plus que le trophée qui nous intéresse. Il est laminé, donc il n'y a pas de certitude. Je crois que le sélectionneur fera ses choix que nous critiquerons. Nous donnerons notre point de vue. Quand je parle de critique, ce sera la critique positive. Mais le sélectionneur peut, à la fin, même si on l'a critiqué, avoir raison. Ça ne voudra pas dire
que nous n'avons pas fait notre travail. J'ai quelque chose qui me met parfois très mal à l'aise, c'est quand on donne l'impression que les journalistes sont les adversaires des sélectionneurs ou les adversaires de l'Union sacrée. Je voulais rappeler qu'en 2014, quand le Cameroun joue contre le Brésil, nous sommes dans les tribunes, il y a Junior qui est média officer pour le compte de la FIFA, il y a Steve Djougela, il y a Guy Sigué, il y a Josiane Mathia, JPS aussi, je me rappelle encore bien. Quand le Brésil, quand on chante d'abord l'hymne national du Cameroun, nous oublions que nous sommes journalistes. En ce moment, nous sommes Camerounais. Nous nous levons, nous mettons la main sur la poitrine et nous crions fort pour qu'on nous entende. Certains chantent en français, d'autres en anglais, pour qu'on sache que le Cameroun est même bilingue. Nous crions même. Et ça indispose les Brésiliens. Quand le Brésil marque son premier but, nous baissons la tête. Et quand Matip égalise, nous crions. Nous ne sommes plus journalistes en ce moment-là. Nous crions partout. Et à fibre patriotique. Et dès que le Brésil passe à 2-1, les Brésiliens partent de leur siège et viennent vers nous et tapent nos tables de journalistes. La FIFA a dû, la sécurité de la FIFA a dû intervenir. Troisième, quatrième but, c'était la même chose. Ils ont passé le match à nous matraquer, mais nous étions là comme Camerounais en ce moment-là. Mais dès que le match était terminé, quand nous avons fait le papier, nous n'étions plus, nous ne nous comportions plus en supporters, mais nous étions là en analyste pour dire quel gâchis. Matip, qui était titulaire pendant tous les matchs amicaux, la guerre des clans, a fait qu'il soit sacrifié et justice a été faite, c'est lui qui marque aujourd'hui. Donc en ce moment, on redevient professionnel et on fait notre travail. Donc critiquer ne veut pas dire que non, on est contre ce que l'équipe gagne ou quelque chose comme ça. Nous sommes Camerounais et nous sommes aussi analystes. Voilà, on va sortir de cette première partie de l'émission en vous proposant de regarder ces reportages sur les assemblées générales d'avant-saison tenues par le club Stade Football Club de Banjul ainsi que le Racing Club de Bafoussam du côté de la région de l'Ouest. On fait le point respectivement avec Inès Choumoun-Pangan et Oni Ladonnette. Un nouvel exécutif à la tête de Stade Football Club de Banjul. Les membres de l'équipe sont élus au cours de l'Assemblée générale de relance des activités ce 2 octobre 2022 à la salle de conférence de la préfecture du département du Nkunki dans la région de l'Ouest. À la tête du groupe choisi par le comité directeur, le premier adjoint au maire de la commune de Banjul. La montée en Ligue 2 remportait la Coupe du Cameroun. Ainsi, pour atteindre ces objectifs, le club aura besoin des moyens financiers matériels, des joueurs de qualité, des encadreurs techniques qualifiés. J'en appelle donc à la mobilisation de tous les fils et toutes les filles de Banjul pour que triomphe Stade FC de Banjul. Les ambitions avouées et connues, seul le travail bien fait va aboutir à leur matérialisation pour la Ligue régionale de football de l'Ouest. Mettez-vous au travail. Le travail, c'est d'avoir déjà un bureau qui s'apprécie. Deuxièmement, vous devez avoir des techniciens confirmés. L'engagement technique doit être à la hauteur des membres que vous avez élus ce jour. Au niveau de la Ligue régionale de l'Ouest, quand vous avez 7 bons joueurs qui peuvent jouer en Ligue 2, Ligue 1, vous êtes sûr que vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit, vous allez gagner sur le terrain. Le retour annoncé du Stade Football Club de Banjul fait déjà la joie de ses supporters. Alphonse Kwanyu now leads the provincial office of Racing Football Club of Bafoussam. This is one of the major resolutions reached at in a General Assembly meeting held last October 2. Racing Club de Bafoussam, c'est un club mythique. Racing Football Club draws its roots from Bafoussam, and everyone who has gone through this sports has had to work. This is a time for us to forget the past and come together to make our club great again. This meeting is in line with FECAFOOT's instructions
which demanded clubs to hold an elective General Assembly meeting before October 3. Aujourd'hui, ensemble, nous avons décidé. Today, together, we have decided to start a new season. And this new season is obviously starting with the organization of this elective regional assembly, which will help us put together a new administration, which will have as objective put Racing in the first division once again. De remettre le Racing de Bafoussam en première division. The newly installed office has been charged with taking the site back to Elite 2. Notre devoir, à nous tous qui avions répondu présents ici, de trouver tous les voies et moyens pour que cette dissension cesse. Our work, that is everyone present today, is to do everything humanly possible to cease the tensions in our club, for unity to return to our club and amongst its leaders. It is in this same light that we ask optimism to live amongst us, because we have a long way ahead and we have to redouble our efforts so our club can return to Elite 1. Nous tous, nous devons nous battre pour redoubler l'effort pour que notre club regagne sa place en Elite 1. All this was done in the presence of the West Regional Delegate for Sports and Physical Education, Secretary General of the West Regional Football League, local councils, and other administrative heads. The new leader is called upon to respect the prescriptions in conformity with the rules as laid out by CAF, FIFA and FECAFOOT. On rentre dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat de sujets. On va parler des opérations de renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives et civiles nationales annoncées pour le mois de novembre. Et on va également évoquer la reprise du championnat national de football MTN Elite 1. Alors, je me tourne vers le responsable de communication de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Yves Désiré Ekwala. Il y a eu cette circulaire du ministre des Sports et de l'Éducation physique le 12 octobre dernier. Il a rappelé que les élections vont se dérouler du 5 novembre au 12 décembre 2022. La durée du mandat des exécutifs à élire, ça sera de 2 ans. Comment est-ce que les élections se préparent justement au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme? Est-ce qu'on y pense quand même? On y pense. La tutelle donne une instruction, vous faites. Vous exécutez, comme on dit. On s'exécute. Non, je pense que la Fédération en ce moment est en train de préparer effectivement les élections. C'est vrai que les candidats, notamment au niveau fédéral, ne sont pas encore, ne sont pas encore prononcés de manière, on ne connaît pas encore certains. Il y en a qui sont encore dans les coulisses, viennent nous rencontrer, discutent, vous donnent un plan d'action et tout. Mais bon, c'est vrai qu'on exécute, mais après on peut faire un commentaire dessus. Bon, alors, parce que moi je m'interrogeais, parce qu'avant cette sortie, il avait eu une rencontre qu'il avait appelée de concertation avec les présidents de fédération, des fédérations. Il était question de relire les textes qui s'harmonisent, s'arrimer à ça ou à ci. Et mon inquiétude, effectivement, était par rapport à la durée. Je crois que beaucoup de présidents de fédérations que j'ai pu rencontrer comme ça, là, avaient ces problématiques. Parce qu'on dit généralement qu'on est élu pour une Olympiade. Bon, j'ai eu l'impression au Cameroun, à un moment, que l'Olympiade voulait dire 4 ans. Il y a quelqu'un, non? Une Olympiade, c'est la période entre 2 célébrations de Jeux olympiques. Donc, faire une élection cette année, pour moi, m'avait l'air un peu, je ferais dire, permettez mon expression, un peu farfelu, en ce sens que vous ne pouvez pas faire une élection jusqu'en 2024, ça avait fait 2 ans. Mais si on prenait 4 ans, on ne serait plus parce que là, il y a Paris en 2024 et Los Angeles en 2028. On serait à cheval entre 2 jeux. Donc, à ce moment, si on revient sur 2 ans, je pense qu'il aurait été beaucoup plus simple pour certaines fédérations, peut-être de faire plutôt une AG, pourquoi élective, d'essayer de voir faire un nouveau bureau qui, peut-être consensuel, je ne sais pas, pour le faire. Néanmoins, vous avez posé la question au niveau de la fédération, les élections se préparent en bonne et due forme. Il y a des tractations qui se font tout le temps. On comprend que vous ne semblez pas être très d'accord sur cette mesure-là. Revenu sur 2 ans.
Pour moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous avez fait une élection qui va pour 2 ans et en faire une autre dans 2 ans qui ira pour 4 ans. Bon, j'estime que c'est un peu pour moi comme une perte de temps. C'est-à-dire qu'on aurait pu se concentrer sur autre chose pour gérer, préparer déjà, parce que je crois que certains exécutifs qui sont là actuellement, en dehors de certaines fédérations un peu moribondes, on aurait pu dire qu'ils ont peut-être un projet sur, parce que je connais la fédération d'athlétisme par exemple, et sur un projet sur Paris 2024 et Los Angeles 2028. Heureusement, parce que c'est un, comment vous appelez ça, vous appelez souvent ça constitue du service public. Ouais. Donc à un moment, ça ne c'est pas parce que c'est le président actuel, le bureau actuel qui est là, qui a un projet, le suivant peut tout simplement poursuivre ce qui était déjà implémenté. Donc moi je pense qu'elle devrait avoir lieu, parce qu'il faudrait qu'elle ait lieu, parce qu'effectivement, si on arrive à ça, c'est parce que je pense qu'il y a eu un moment où on a eu une prorogation des bureaux élus. Ensuite, on a eu Covid, la pandémie qui est arrivée. Et c'est vrai qu'il y a eu décalage encore, glissement de ces élections. Certains pensaient attendre 2024 pour cela, mais bon, je crois que le ministre a raison, a décidé donc de revenir sur 2 ans pour qu'on fasse élection cette année jusqu'en 2024. Ce qu'il le faut absolument pour un peu renouveler, donner un sang neuf à tout le mouvement sportif camerounais. Serge Zambo aurait pu faire mieux, organiser une élection sur 2 ans et puis revenir encore 2 ans plus tard. On aurait écouté un peu l'argumentaire de oui, je pense que l'argumentaire de Yves Sier, tout à fait. Mais sauf qu'il y a ce problème d'Olympiade. Ouais. Parce qu'on ne pourrait pas aller faire une élection pendant que les Olympiades sont devant. Donc, naturellement, mais je pense qu'il a tout dit. Quand le ministre a donné une instruction, il faudrait naturellement, il faut faire ce qu'il a dit. C'est quand même la tutelle. Surtout pour ces sélections qu'on qualifie souvent peut-être de petites sélections. On sait qu'un peu plus haut, lorsque le ministre dit, j'ai même suivi une émission ici où un nouveau journaliste disait que le président de la fédération camerounaise avait recadré le ministre. Ça, j'en ai eu des boules. On ne recadre pas sa tutelle. On fait ce que la tutelle dit. Même si en bas, c'est-à-dire, comme on dit au quartier, bac, ça se gère autrement, mais officiellement, on ne peut pas dire qu'on a recadré son supérieur. C'est comme si le Premier ministre disait qu'il a recadré le chef de l'État. Or, vous avez soutenu ça à Mordicus. Moi, je ne comprends pas comment on peut laisser passer un tel papier avec une telle bourde où on te dit le président de la Fédération camerounaise a recadré le ministre. Non, ça ne se fait pas. Il donne une instruction, on fait d'abord. C'est comme ça que ça se passe, la déontologie administrative. Et quand on ne fait pas d'abord, vous appelez ça quoi? L'insubordination. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de mots. En tout cas, on reste sur la thématique. Ça, c'était pas l'objet du débat. C'est pas l'objet du débat. Voilà, ça rentre dans ça. Vous avez posé la question, je vous ai dit que ça obéit à certaines clauses. Ça obéit également à certaines dispositions. Il y a les Olympiades qui sont là. Je crois que c'est sur ça que le ministre s'est basé pour qu'il puisse dire que les élections doivent avoir lieu et que les gens qui seront élus seront là pour 2 ans. Je crois que c'est aussi ça. Et j'ai donc dit également que lorsque le ministre donne une instruction qui est votre tutelle, la simple chose que vous faites, c'est vous n'avez qu'à l'exécuter. Un point, c'est tout. Alors, est-ce que, Claubert, c'est un peu la même lecture que vous faites par rapport justement à cette circulaire du ministre des Sports, organiser les élections sur 2 ans, après les JO Paris 2024, revenir encore forcément pour organiser de nouvelles élections. Pensez peut-être comme certains qu'il fallait une fois attendre 2024 ou pas? Par quel vous commencez? La première chose à dire, c'est quel gâchis. Et la seconde, c'est enfin. Ouais. Parce qu'il faut se rappeler que les dernières élections dans les fédérations ont eu lieu en 2012. Elles devaient être renouvelées en 2016. Et il y a une note du ministre Bidonkwat à l'époque qui a demandé de surseoir aux élections. Et on se retrouve avec le Covid et tout le reste, on se retrouve en 2022 sans avoir organisé les élections. Yeah. Plus jamais ça passe en démocratie et
même pour la vie dans la cité, il n'est pas sain de l'enseigner à nos enfants, de dire aux gens qu'on peut passer 10 ans sans organiser les élections à la tête d'une fédération. Enfin, parce qu'on va quand même revenir au droit. On parlait des Olympiades. Paris, c'est 2024. On s'arrime au régime olympique et en 2024, on organise les élections dans l'espoir que ceux qui seront élus resteront jusqu'en 2028 et qu'en 2028, on organisera les élections. Il ne faut pas que ce soit une exception seulement pour cette fois et qu'après 2024, qu'on fasse encore 10 ans avant de réorganiser les élections. Donc, vraiment, c'est des choses tu ne peux pas l'expliquer à un confrère à l'international. Donc, c'est des choses où on dit, voilà, on cache la marmite interne, on ne le fait pas savoir parce que ça pue. Charles Mangué, la conclusion elle est un peu dure quand même. Hein. Charles, par rapport à ces nouvelles directives, à cette nouvelle orientation. Bon, écoutez, moi, je suis un petit peu gêné quand on emballe tout dans le même paquet. On a une cinquantaine de fédérations. Il me semble qu'on devrait aller au cas par cas. Quelle est la situation dans quelle fédération? Et je ne suis pas certain que, avec le délai de la fin d'année 2022, on peut faire un travail sérieux. Ce d'autant plus qu'on sera absorbé par la Coupe du Monde. Donc, je trouve que le moment, bien qu'on nous présente les instructions du CIO, les instructions du Comité national olympique et sportif qui existent depuis toujours, depuis les 10 ans qu'il dit toutes ces structures existent. Hein. Il faut tenir les élections impérativement avant la fin d'année. Il faut organiser les élections pendant les Olympiades. Le CNOSC, pareil. Bon, apparemment, ils ont décidé maintenant que ça va se faire comme ça et notre ministère. Mais je pense qu'il faut aller au cas par cas parce qu'il faut préserver les formes. Les problèmes de nos fédérations, c'est les problèmes de mauvais précédents qu'on crée souvent et après ça pourrit la vie de cette fédération. Vous savez, la fédération qui a le plus de problèmes, le mauvais précédent, ça a été de refuser qu'un vice-président prenne la place du président parce qu'il y a vacances. Nous en sommes là, jusqu'au jour 23. On traîne ce boulet jusqu'à maintenant. Alors là, maintenant, on va aller faire des élections. D'abord, même si le ministre sort une circulaire, les formes, à mon avis, je peux me tromper, c'est que les assemblées générales entérinent que le prochain mandat sera de 2 ans. C'est ça que j'appelle respect des formes, parce que c'est elles qui sont souveraines. Exactement. Oui. Si on dit que les fédérations sont des associations, l'association, l'organe suprême, c'est l'AG. Non, c'est déjà dit que quand la tutelle vous donne une instruction... Non, il a dit qu'on ne se répand pas publiquement à dire que j'ai recadré. Mais dans le respect des formes, le ministre... qui est la tutelle. On peut donner l'instruction, maintenant on va dans les donne l'instruction et maintenant c'est à vous d'intégrer cette instruction dans votre fonctionnement. Donc l'AG doit déterminer... Les élections sont prévues pour démarrer le 5 novembre. Je ne suis pas d'accord sur la durée. Le 19 octobre. Là, nous sommes sur la durée. Sur la durée de 2. Nous sommes sur la durée. Le mandat prévu est de 4 ans dans la majorité des fédérations parce que ça correspond à l'Olympiade. Quand vous revenez à 2 ans en période exceptionnelle, l'AG doit intégrer que c'est une période exceptionnelle. Nous avons accepté ça. Et voici, à période exceptionnelle, mesure exceptionnelle, voici comment... On peut intégrer même ça dans les statuts, dans un article, en disant que dans les années 60, c'est possible par exemple, Yves Désiré, voilà, est-ce que l'Assemblée générale s'est déjà tenue pour pouvoir entériner si je peux, ça ou pas? Si je peux, c'est que le ministre, je dis justement, lors de la réunion de concertation, avait demandé d'aller tenir les élections. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'il a dit, allez gérer avec vos AG pour pouvoir savoir comment est-ce que ça va être organisé, mais également la durée. Parce que c'est incongru. Enfin, vraiment, je ne recadre pas. Attention. Logiquement, ça n'a pas de sens de partir. Parce que si on veut respecter aujourd'hui, on veut s'arrimer, les grands mots.
à la période, à l'Olympiade, ok, ça veut dire que soit on attend 2024 pour faire jusqu'en 2028, ou alors on laisse ce qui a commencé depuis 8 ans, 10 ans. Depuis 2012. Okay. C'est-à-dire laisser les exécutifs en place. Continuer jusqu'en 2024. Maintenant, par contre, justement, en arrimant ou en respectant, Charles parlait de cas par cas. Il y a des fédérations aujourd'hui qui ont un mauvais fonctionnement. C'est su de manière, j'ai failli dire, vous êtes peut-être mieux placé que parce que là maintenant on m'a présenté comme étant responsable de la communication de la fédération d'athlétisme, ce que je suis d'accord, mais je voulais discuter de manière d'analyse de manière générale. J'aurais dit qu'il y a des fédérations qu'on connaît au Cameroun qui ont un fonctionnement qui a tout l'air d'être, c'est-à-dire quitte à ce qu'aujourd'hui, moi je demande à la direction de la DENSOS, des normes, la direction des normes du ministère des Sports est capable de vous dire que la fédération, si c'est un peu leur président, ils n'ont rien organisé. Pour preuve, lorsqu'on organise la Coupe du Cameroun de football, ce n'est pas 52 présidents qui sont le chef de l'État ou aujourd'hui le Premier ministre. Il y a une sélection d'à peu près 12 présidents. Mais c'est des gens actifs qui auraient pu être mis ou considérés comme on peut vérifier si vous avez trouvé un bureau consensuel de pendant 2 ans le temps de... Mais vous là, qui n'avez pas fonctionné pendant des années, il est temps que vous fassiez d'une élection normale, ne fût-ce que pour 2 ans. Vous enlevez un bureau transitoire, comme on appelle souvent chez nous, là où la normalisation, le temps de relire les textes et compagnie. Les mots sont là pour dire ce que je dis. Tu sais que chez nous, transitoire, normalisation, ça la même, les mots sont différents, mais la connotation est la même. Ah, d'accord, merci. Non, alors on aurait pu trouver des bureaux transitoires pour cela, pour éviter effectivement, parce que Charles dit on va être tous absorbés par la CAN, la Coupe du Monde. Bon, maintenant, si on n'a pas un parcours plus long, ça nous peut, ce que je ne souhaite pas. Hein. Je vous ai dit qu'il y a un espoir. Oui, on vise étoile. Non, donc en fait, ce que je veux dire, c'est que on a le contexte, c'est un peu mal choisi quand même, parce qu'on peut être tous focus. Tout à l'heure, parler d'union sacrée, ça veut dire que toutes les fédérations qui préparent le AG ne seront pas plutôt en harmonie, j'aime souvent des sons et de couleurs avec le football, parce qu'elles seront ces fédérations en train de préparer les élections. L'autre gêne, c'est que la note circulaire ne précise pas qu'elle ne concerne pas la FECAFOOT. Voilà. Parce qu'il me semble qu'administrativement, la logique aurait été que cette note précise que notre circulaire a l'intention des fédérations, à l'exclusion de la fédération qui a déjà tenu Astérix. On met en bas de page, elle a déjà tenu son âge et son mandat est maintenu de passé à 7 ans, etc. A été proposé ou passé? Proposé. Non, c'est l'âge qui est souffrant. L'âge a dit, ils ont fait comme ça, tout je crois. Que c'est déjà passé à 7 ans, il me semble. Donc je dis que quand cette précision n'est pas faite, on est en train d'en faire une fédération à part. Et ce n'est pas bon dans la gestion du mouvement sportif. Parce que nous nous souvenons que le comité national olympique et sportif, ni de sport majeur, au plus fort des querelles, quand M. Tombi était à la fédération, on est allé lui donner la médaille de l'olympisme. Vous vous souvenez, une cérémonie au Palais des Sports. Ça veut dire que le comité olympique considère que c'est l'une de ses fédérations. Exactement. Alors aujourd'hui, ce même comité va donner une directive en sachant que l'une de ces fédérations a déjà fait des élections en 2021, qui vont être valables dorénavant jusqu'en 2028. Est-ce qu'on va laisser qu'il n'y ait pas d'élection au début de l'Olympiade 2024-2028 pour la FECAFOOT, auquel cas on en a fait une fédération entièrement à part. Donc vous estimez que la tutelle devrait justement il faut le préciser parce que ça prête à des comment on dit ça, des interprétations et ça crée des mauvais précédents. Quand je parle de cas, et il a bien fait de l'étayer, une fédération qui n'a pas fonctionné, qui elle-même n'a qu'un bureau provisoire depuis le début. Est-ce que vous allez la classer comme la fédération de l'athlétisme, comme la fédération de cyclisme, comme celle de volley, je crois qu'il fallait établir quand même une segmentation de ces fédérations parce qu'elles n'ont pas toutes le même problème. Et je dis que ce travail, à mon avis, devait être élagué par le Comité national olympique et sportif. Malheureusement, ce comité olympique
depuis plusieurs années, nous le décrions, il ronronne un peu. Il ronronne. Il faut, je ne sais pas si c'est un nouveau souffle, si c'est une nouvelle impulsion à ce comité olympique. Parce que c'est lui qui doit dire au mouvement sportif camerounais, attention, je suis comité national olympique camerounais, moi au CIO. On ne comprend plus la gestion du sport dans mon pays. Il dit qu'il le cache aux étrangers. Mais vous n'allez pas cacher ça au CIO. On va lui demander que, mais attends, toi là, ça change jamais. C'est 6 foot. Est-ce qu'il y a une assemblée générale même là, c'est 6 foot? Qu'est-ce que sport pour tous là? Vous avez tenu une assemblée. Qui est même membre? Qui est dedans? Il y a combien de clubs de sport pour tous? Vous voyez que si vous mettez tout ce monde-là, vous prenez cyclisme, à un moment donné, vous avez l'impression que c'est du bicéphalisme. Il y a un président et puis un chef de projet. Vous ne savez plus qui est président et qui est au-dessus de l'autre. Il faut... Le président reste... non, je dis que quand je regarde même sur le plan protocolaire... Le chef de projet. Parfois, même sur le plan protocolaire, parfois, moi, je vois le chef de projet, le président est assis tout calmement dans son coin, en fonction des compétitions. Et ils appellent ça compétition de souveraineté. Alors, non, je pense que, sincèrement, la note circulaire devait être le début d'un gros travail au niveau du CNOSC et du ministère des Sports. Fédération par fédération. Il a dit qu'ils ont tenu une réunion. Réunion d'ensemble, c'est bien pour donner les grandes lignes. Oui. Mais après, normalement, les comités exécutifs, au moins des fédérations, devaient être convoqués au CNOSC et au ministère pour dire qu'est-ce que vous avez fait sur les 12 ans qu'il a évoqués. Où est-ce qu'on en est avec votre Assemblée générale? D'après vos textes, est-ce que ces AG sont encore valables malgré les prorogations des ministres? Est-ce que vous avez intégré les prorogations des ministres dans vos textes, dans vos AG, pour que ce soit légal? Parce qu'il y a des gens qui vont sortir de là et qui vont dire non, moi, je ne suis pas d'accord que c'est cette Assemblée qui élise parce qu'elle est caduque. Pour moi, elle est morte. Le problème recommence. Et ça recommence. Et on sait qu'il y a un comité, comment on dit ça, la CCA. Les gens iront à la CCA, etc. Donc, je crois qu'il y a du travail à faire, énormément pour nos fédérations, vraiment énormément de travail. Mais la note circulaire seule, telle qu'énoncée, ne peut pas les régler comme ça, sans que les gens se mettent véritablement. Et je suis pour l'idée de Yves Désiré, que, donc, au cas par cas, on aurait dit ici, là, vous avez déjà fait 10 ans. Vraiment, reconduisez ces gens pour les 2 ans qui restent, avec mission de préparer les nouveaux textes, de préparer une élection, de préparer des compétitions qui tiennent, pour qu'à partir de 2024, on ne bricole plus. Au début de l'émission, vous nous avez montré des playoffs de hand, non? Mais la saison était censée s'arrêter après la Coupe du Cameroun de football. Je voulais évoquer ça tout à l'heure. On m'a dit qu'on ne parlait pas de handball. Vous voyez le genre de choses qui arrivent parce que les autorités sportives, on a l'impression qu'elles lâchent un peu de l'Est, elles ne suivent pas. Et ils recevront leur trophée de et ça ne fait pas. Ce n'est pas un avantage pour notre mouvement sportif, sincèrement. Donc il faut vraiment que les gens se disent qu'il y a un boulot fou. Tu as bien fait le... J'allais demander à Makeda que ces playoffs qu'on joue. Ça compte pourquoi? Alors, dans sa circulaire, toujours, Claubert, le ministre des Sports, il recommande par exemple qu'il faudra mettre un accent sur la pacification de ces élections. Il dit l'inclusion de tous les acteurs doit se faire, à l'exception de ceux faisant l'objet de suspension par les instances sportives internationales ou de condamnation par des juridictions de droit commun. Et en cas de problème pouvant entraver la bonne tenue des élections, les fédérations ou les électeurs ou les acteurs électoraux pourront recourir à la commission de conciliation qui sera coordonnée par le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Est-ce que pour vous, tout cela, ça peut quand même garantir un processus serein, équitable, transparent aussi? Un double message. Le discours d'un ministre ou une lettre d'un ministre n'a jamais été
querelles ou des ambitions personnelles. Et la deuxième chose, c'est que quand on lit entre les lignes, on comprend qu'il adresse un double message, à la fois à ces fédérations-là, et comme disait Charles, la fédération camerounaise de football, de laquelle il ne parle pas entre les lignes, on comprend bien que c'est un message aussi adressé subtilement, comme il le fait régulièrement ces temps-ci à la fédération camerounaise de football. Donc je ne crois pas que ça résout un problème. Vous êtes d'accord? J'ai plutôt l'impression qu'entre les lignes, on sait bien qu'il y aura des problèmes, il y aura des plaintes. Mais sauf qu'on n'a que 2 ans. Et c'est ça mon gros problème actuellement. La durée est très, vraiment, c'est très juste. Et puis la crise post-électorale. Il y a la crise post-électorale, les crises prennent 2 ans. Prennent même 2 ans, ça veut dire que il n'y aura donc pas de le bureau qui n'a pas, je veux dire, les postulants qui n'ont pas pu gagner, parce que la fédération a taillé les textes. Les textes, voilà. À sa bonne mesure, vous allez vous plaindre. Vous pouvez plaindre pendant 2 ans, c'est-à-dire qu'à vous plaindre au CNO. Le CNO, moi je ne suis pas d'accord du compte du verdict donné par le CNO. Nous, souvent, on connaît maintenant la nouvelle porte de tribunal arbitral du sport. Nous tous, on connaît à ça. C'est-à-dire que je peux décider, là, j'ai aussi peut décider, notre fédération peut décider de modifier. Parce que Charles l'a dit tout à l'heure, mais ça veut passer comme si ça n'était pas, il n'y avait rien. Notre AG, une AG peut décider aujourd'hui de passer le mandat de 4 ans à 8 ans. À 9 ans. Puisqu'on a dit que c'est l'AG qui est souveraine. Ça veut dire qu'on a ce droit. Et qu'il y a un précédent. Ben voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a, entre les lignes, on comprend qu'il y aura un problème. Et moi, à mon humble avis, non seulement il y a ce problème-là dans ces textes, dans ces écrits. C'est pour ça qu'il faudra aller à la commission de conciliation. Mais l'autre chose, c'est bien qu'il parle d'une ambiance pacifique. On a une élection. Vraiment une élection, évidemment, de thèmes pacifiques. Et on voudrait ceci, on voudrait un changement. C'est des histoires, c'est du pipeau. Excusez-moi de dire ça comme ça. C'est du pipeau. Des ambitions. Donc, attends, Serge, il y aura toujours des querelles. Serge, je vais prendre ma place. Serge, je vais prendre ma place. Et je suis content. Alors que je la lui accorde parce qu'il est très beau. Non, ils sont sérieux, il dit. C'est-à-dire que donnez-moi une seule fédération où il y a eu une élection où les perdants ne se sont pas plaints. C'est ce que je comptais, moi, laisser tomber. Dans tous les cas, quelqu'un aura toujours quelque chose à dire. Donc, ce n'est pas nouveau. Par contre, l'autre chose qui me fait façon, maintenant, pour des présidents des postulants ou on appelle ça, des candidats qui voudraient briguer des postes, peuvent avoir un problème. Hein. C'est-à-dire que les délais pour des présidents qui n'ont peut-être pas été très proches du mouvement de la fédération pourraient avoir du mal à même savoir qui rencontrer, quels sont les électeurs, quels sont les ceux-ci, pour aller leur parler. Mais le temps est très court, à mon humble avis. Maintenant, pour ceux qui ont souvent été présents, c'est-à-dire qui n'ont pas été présents de fédération ou membres du bureau exécutif, qui voudraient ces postes, qui ont été de temps en temps à des compétitions, ont organisé quand même 1-2 compétitions, ci et là. Un peu d'expérience. Ils ont quand même une idée de comment ça peut se dérouler, et au moins, parce que si tu arrives aujourd'hui, Makeda, à la fédération de basket, on va se demander, wow, elle c'est qui? On ne l'a jamais vu comme dans un gymnase de basket, de la salle, bon, Fandena ou ainsi de suite. Tu es nouveau, le temps même de préparer ton élection, on a dit du 5 novembre au 12 décembre. Au 12 décembre. C'est vraiment juste pour ceux qui arrivent, qui souhaiteraient. Donc tout ça mélangé, je me dis. Coupe du monde aussi. Bah oui, on est tous pris là-dedans. C'est pour ça que tout à l'heure, Claude a bien dit il a bien fait de dire que à la fin, tu te dis ouf de soulagement ou alors gâchis. Et quelqu'un qui veut vraiment gérer une fédération, 2 ans, c'est court pour lui. C'est court. Sans avoir la certitude d'être réélu. Voilà, j'allais justement demander, est-ce que parce que ce mandat exceptionnel... Alors, je vais faire une campagne pour 2 ans. Pour 2 ans, qu'est-ce que tu vas faire en 2 ans? Après, lui, il prend 4 ans. C'est-à-dire, c'est ça, ça peut être aussi une difficulté. C'est-à-dire que pour lui, il va faire tellement de bouquins. Enfin, c'est les mêmes, le collège électoral est connu. C'est pas le gars de la rue, il est connu. Ok, on sait combien de membres on a. Alors, il faut les convaincre aujourd'hui. Et on sait comment les Est-ce que tu peux convaincre quelqu'un réussir à faire ce que tu veux sur 2 ans pour qu'il te fasse confiance sur 6 ans. Donc, c'est un peu compliqué. Pour ça que moi, sérénité, il y a beaucoup de mots là qui, bon, à un moment, c'est le conseiller qui a écrit, mais ça va être un peu difficile quand même. Mais bon, on va faire ça hein, de près. On va rapidement, avant de terminer, parler de la reprise du championnat national de football MTN Elite One. C'était le week-end dernier. Coup d'envoi, comme on peut le voir ici à l'image, c'était au stade de la réunification de Big Panda avec le match
Union de Douala contre Astre Football Club pour démarrer donc cette nouvelle saison. Serge Zambo, on sait quand même qu'il y avait... aujourd'hui, on va rapidement rappeler qu'en match avancé de la deuxième journée, Gazelle de Garoua a battu les Astre Football Club à 3-1. C'est une équipe qui est en train justement de montrer des signaux en ce début de saison. Peut-être un mot avant ce coup d'envoi. Il y a les présidents des clubs dans des revendications, la décision New Star, etc. Et malgré tout cela, quand même, le championnat a repris. Ouais, moi, je pense que c'était des revendications qui sont pour moi légitimes. Hein. On ne peut pas commencer un championnat sans qu'on te dise, sans avoir le PV d'homologation. On dit juste que telle part de telle division à l'autre. Il y a tellement eu de petits problèmes. Il y a des soucis au niveau de comment on appelle ça, de l'agent de la marque publicitaire Tiof. On n'a rien dit au club. Tiof est là, d'accord. Mais qu'est-ce que nous allons recevoir? Le sponsoring. Il y a, par exemple, la CRTV qui elle-même va diffuser les matchs également. Je pense que sous d'autres cieux, lui ne me démentira pas, il pourra peut-être le démontrer d'une certaine manière. Je crois que les droits TV font vivre les clubs. Donc il faudrait que tout cela soit au moins mis en réserve. Bon, on peut aller signer, je suis d'accord, qu'on peut aller signer un contrat avec l'équipementier, on ne rend pas public, parce que ça s'est passé entre la fédération et l'équipementier, on ne rend pas public, d'accord, mais au moins, quand ça engage d'autres entités comme des clubs, il faudrait bien qu'on sache, parce que c'est eux qui fournissent aussi les efforts. C'est eux qui produisent le spectacle que nous allons voir. Donc à partir du moment où ce spectacle est diffusé, je pense qu'ils devraient quand même en retour percevoir quelque chose. Il faut qu'on leur dise. Je n'ai pas dit qu'ils ne vont pas le faire, mais il faut qu'on fasse ces préalables avant de débuter le championnat. Bon, il a tenu à le faire commencer. Ça a commencé. J'espère qu'avec ce que nous avons dit peut-être aujourd'hui, demain ou après-demain, ça fera en sorte que certaines choses puissent être améliorées. Donc moi je pense que c'est légitime. Mais au président du club aussi également, qu'ils essayent tant bien que ce peut, de s'arrimer également aux nouvelles donnes. On a dit de passer au niveau, de passer à des sociétés. Il faut qu'ils s'arriment. Et qu'on puisse également, à la fin... Vous êtes très proche des canons de Yaoundé, par exemple. Oui, je suis là pour le canon. Comment ça se passe dans le canon... Je n'aime pas le... Dans le canon, je peux dire que c'est du pareil au même. Hein. C'est le même fonctionnement partout. La seule différence aujourd'hui avec le canon, c'est qu'on a mis en place les sociaux. On les a rendus extrêmement forts. Le président régional des supporters qui était ici. Qui était M. Epanlo, voilà, dont je suis conseiller d'ailleurs. Voilà, donc on les a rendus très très forts. Et c'est les sociaux qui essaient d'équilibrer. Et dans le canon également, le président Beauvois, qui a été reconduit, a également parlé de mettre en place une sorte de mutuelle. Pour permettre aux supporter lambda, d'apporter ne serait-ce que même 500 francs. Donc, il a fait un calcul, il a dit, ça ne sert à rien d'avoir 10 grosses personnes qui vont me donner 100 000 et que d'avoir 1 million qui vont me donner 500. Vous comprenez un peu. Donc on va vers ça. Donc dans le canon, c'est un peu ça la différence que j'ai pu noter, mais dans le fonctionnement, j'ai assisté à l'AG, c'est un peu la même chose. Bon, mais c'est le fonctionnement normal. Je ne vais pas dire des choses ici. Vous ne voulez pas rentrer là, dans les détails, apparemment. Parce que je suis quand même déjà membre. Et puis, lorsque vous assistez à une élection, quand même, vous avez quand même un titre à faire prévaloir. Je ne voulais pas qu'on me le retire du jour au lendemain. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que dans le canon, en dehors des sociaux qu'on a mis en place, c'est très fort. Parce que quand le canon se déplace, les sociaux prennent en compte l'hébergement de l'équipe, la nutrition et autres. Donc, c'est un peu ça vers ça. Et puis, dans le canon également, il y a le merchandising qui est très, très poussé. Ça, je vous le dis. On a signé un contrat avec Macron, qui est avec nous. On a les produits dérivés, les tricots, shorts et tout. Donc, ça permet quand même de faire du... Je ne sais pas exactement comment ça se passe ailleurs, mais je dis, ces préalables-là auraient dû être respectés avant de commencer le championnat. Claubert, peut-être un mot sur cette nouvelle saison. Vous regardez quand même, vous suivez forcément le championnat camerounais, un mot rapidement. Oui, bien sûr que je suis... le championnat camerounais. Je suis d'ailleurs très intéressé par le championnat camerounais. Malgré tous les problèmes qu'on peut avoir, Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Il faut reconnaître qu'il y a une nette progression. Déjà,
l'engouement autour du football, la manière même où ceci est organisé, mais il y a énormément de choses à faire. Parce que quand on dit qu'on veut ressembler à la DFB, vraiment le chemin est très long. Vous savez que depuis plus de 50 ans aujourd'hui, chaque année, le championnat allemand est toujours celui qui draine le plus de spectateurs. Il y a eu cette fronde des présidents de club, mais lorsque je suis allé au stade le matin du match d'ouverture, retirer le badge d'accréditation, j'ai pu discuter avec deux présidents de club, mais j'ai directement compris qu'il y a une différence entre les circulaires qu'on signe et qu'on donne aux journalistes pour commenter la réalité sur le terrain. Parce que directement, ils ont dit non, nous on va jouer, donc on ne peut pas être plus loyaliste que le roi. Parce que quand les présidents de club qui ont posé des préalables disent on va jouer, donc les journalistes doivent aussi s'aligner. Je ne comprends simplement pas pourquoi il y a ce double discours. D'une part, on fait des sorties pour dire non, il y a ceci. Et comme le disait Serge, il y a des revendications qui ne sont pas complètement insensées. Mais en privé, on se rend compte qu'on a peur du rouleau compresseur. Là, le seul bémol que je veux dire, c'est parler des journalistes. J'étais très déçu de me rendre compte qu'au championnat camerounais, le journaliste est le véritable dernier de la classe. On ne peut pas être accrédité pour un match. Lorsqu'on arrive au stade, on vous oblige de passer par les tribunes des supporters et on vous refuse même d'accéder à la tribune des journalistes en vous disant que la tribune est pleine. Je crois que quand un pays se prend au sérieux, le journaliste est celui qu'on choisit. Je me rappelle qu'en Allemagne, doit mettre égal au nombre de places. Voilà, quand nous arrivons au stade et qu'on va en salle de presse, on nous sert même à manger, on nous donne à boire, on nous met dans de bonnes conditions, parce qu'après, le rendu du journaliste est quelquefois, même bien qu'on qui ne devrait pas être influencé. Voilà, il ne doit pas être influencé, mais voilà, ils sont mis dans de bonnes conditions. Mais je me suis rendu compte, peut-être que c'est une fausse impression, c'était l'une des rares fois où j'allais au stade. Et je me suis rendu compte que le journaliste est le dernier de la classe. On ne respecte pas le journaliste, les heures de conférence de presse ne sont pas respectées. Le journaliste est vraiment le dernier. Et j'ai aussi l'impression que les journalistes camerounais ne se vendent pas cher. Parce que autant que vous vendez, de même qu'on vous achète. Voilà, ça c'est un gros débat. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus parce qu'on est arrivé en fin d'émission. Merci Serge, merci Charles Manguemouye Clebert d'être venu, Yves Désiré Ekola. Merci à toute l'équipe technique avec Eric Gando à la réalisation. Landry Yossa, on vous dit également merci amis sportifs, on se retrouve la semaine prochaine, au revoir.